messieurs, quel programme! Bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Alors Zemmour et Nolot, c'est le seul prime politique de l'entre-deux tours. C'est pourquoi, bah oui, c'est le seul prime de la télévision publique française. Ah bon, vous trouvez ça normal. Je rappelle la chaîne unique dans le RTF. Ah oui, ça c'est bien. Oui. Je rappelle donc à tous vos amis et à tous vos ennemis que c'est le moment de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Je rappelle que grâce à Albert de Belgique, que nous avons 8 citations du général de Gaulle la semaine dernière, ce qui met 16 € dans notre Nourin, ce qui fait que nous avons 166 €. Je voulais aussi vous donner des nouvelles de Claude Goasguen et d'Alexis Bachelet qui ont fait un quand même méga numéro de Bretteur la semaine dernière dont on se souvient tous. L'historique maire du 16e, Claude Goasguen, arrive est en difficulté. Ouais. Et Alexis Bachelet est viré. On est peu de choses. C'est un appel à participer en masse à notre émission. Ça porte bonheur apparemment. Il faut venir. Ouais, on est peu de choses hein, quand même. Allez messieurs, les chronomètres sont prêts, c'est l'heure du match. Abstention. Refus volontaire de participer à un vote et d'une manière plus générale à la responsabilité d'une décision, acte de réserver son opinion. Ça c'est le Larousse. Plus d'un électeur sur 2 a donc réservé son opinion. Est-ce le signe d'une profonde crise de la démocratie? De la démocratie. Dans cette histoire d'abstention, il y a quelque chose de déjà beaucoup vu et quelque chose, à mon sens, de jamais vu. Quelque chose de beaucoup vu, c'est que les perdants se servent de l'abstention comme d'une excuse ou d'un thème de diversion à leur défaite. Ce qui est jamais vu, en revanche, en tout cas pas à ce point, c'est que le taux, il est vrai, record de l'abstention, sert à certains opposants pour délégitimer le président de la République en disant, au fond, il n'y a que quelques pourcents des gens qui ont vraiment voté pour lui. Alors, à mon sens, ça ne marche pas parce que quand on regarde... 15% du corps électoral. 15% électoral pour 80% des sièges. Oui. Oui, ça c'est le thème de la proportionnelle, on y reviendra un peu plus tard. Mais quand on regarde les chiffres de près, il se trouve que ce sont les divers électorats des opposants à la République En Marche qui se sont le plus abstenus. C'est-à-dire que les électeurs de la République En Marche se sont mobilisés de manière honorable, mais pas très spectaculaire, 85%. Mais les autres se sont démobilisés de manière, spectaculaire, et ça a donné cet écart. Alors les raisons sont multiples. Il y a d'abord la logique des institutions de la Ve République. Il y a des fractures très profondes, on aura l'occasion d'y revenir avec nos invités, donc les fractures du Parti Socialiste et des Républicains. À mon avis, il y a aussi l'entre-deux tours qui a été très très mauvais, et de la France Insoumise et de Marine Le Pen. Donc moi, cette histoire d'abstention, je trouve pas ça recevable, et je trouve que ça masque même le vrai problème, c'est qu'il risque d'y avoir ce qu'on aurait appelé autrefois un régime bourgeois, c'est-à-dire... Copieur. Non, mais c'est-à-dire élu par et pour les bourgeois, parce que en fait, ceux qui sont abstenus, c'est les classes populaires. Et le risque, ce serait qu'un régime bourgeois ne gouverne que pour les bourgeois. Les nouveaux bourgeois, ce sont les gagnants de la mondialisation. Ça, c'est le vrai risque. L'abstention en tant que telle, et d'ailleurs, j'ajoute une dernière chose, c'est qu'il y a des gens qui se sont abstenus parce qu'ils ne peuvent pas franchir le pas de voter pour la République En Marche, mais cette abstention est quand même un encouragement au grand coup de balai qu'est en train de donner Emmanuel Macron. Une forme d'abstention presque engagée. Il y a aussi une secondarisation de l'élection, parce qu'elle arrive avec la réforme qui avait eu lieu, elle arrive juste après la présidentielle. Oui, et puis juste après bien des élections. Donc, voilà, on a voté 8 fois cette année. Il y a un peu de fatigue. Un peu de lassitude. Vous, je vous vois venir, vous allez nous dire, non, vous allez nous parler de... Il est très bien, Nolot, il met 15 jours à digérer ce que je dis, et puis après il le ressort, il est parfait. Alors, suffrage censitaire, vous allez nous dire, Éric Zemmour? J'ai preuve, il y a les enregistrements, il y a les textes, il y a tout. Suffrage censitaire, vous allez nous parler de ça ou pas? Alors, d'abord, c'est un classique de la 5e. Effectivement, les adversaires se démobilisent. C'est pour ça que la gauche en 81 a fait un tabac, en 81. C'est pour ça qu'en 2007, la droite a eu une majorité absolue. Ils avaient 70% la gauche. Oui, donc parce que les électeurs de droite n'étaient pas allés voter. C'est toujours comme ça. Et ça s'est systématisé avec le quinquennat et l'inversion du calendrier. Bon, bref, passons. Alors, suffrage censitaire. Oui, parce que... C'est-à-dire qu'on rappelle que le suffrage censitaire, c'est qu'on vote pas si on paye pas un certain revenu. Il y a eu un très bon papier dans le Figaro d'hier de Bobin, qui est un très bon journaliste et économique, et qui met en parallèle l'abstention massive et l'impôt sur le revenu qui est payé par de moins en moins de gens, moins de la moitié.
Et il dit faudrait faire une analyse, de voir, et quand il dit ça, il n'a pas tort, parce qu'on sait que c'est l'électorat populaire qui ne va pas voter. En fait, c'est celui qui ne paye pas d'impôt sur le revenu. Donc on est revenu exactement au suffrage censitaire. Et ça m'amuse beaucoup, parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit, on n'est pas en 1958, on est en 1830. Et la 1830, qu'est-ce que c'est? C'est le suffrage censitaire, avec Guizot qui dit « enrichissez-vous pour pouvoir voter ». Par le travail. Alors j'ai un ami latiniste, Jean-Claude Barrault, ancien ami proche de Pasqua, qui m'a fait remarquer que plutôt que le suffrage censitaire, puisque le suffrage censitaire c'est l'État qui l'impose, c'est plutôt un épisode de l'histoire romaine au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est le retrait de la plèbe sur l'Aventin. C'est-à-dire la plèbe estime que la scission de la plèbe. Exactement. La plèbe estime qu'elle ne se reconnaît pas dans cette représentation et elle se retire sur la colline l'Aventin. Et j'ai trouvé cette référence encore plus pertinente que le suffrage censitaire. Je pense qu'il faut croiser les deux. Je suis pas d'accord. Ah bah si, parce que c'est l'électorat populaire qui n'est pas allé voter. Je suis pas d'accord. Tu sais que j'ai noté des chiffres parce qu'ils étaient intéressants, ils vont t'intéresser. Tu as dit tout à l'heure, les électeurs de Macron ont voté à peu près, tu as raison, 85% des électeurs de Macron. Mais regarde, écoute, 68% des électeurs de Fillon se sont déplacés, donc ça c'est les retraités bourgeois qui... Bon. 51% des électeurs de Mélenchon, on en reparlera parce que il faut croiser ça avec des cartes géographiques et on voit qui n'a pas voté dans l'électorat de Mélenchon, et 35% des électeurs du FN donc, sont allés voter. Donc tu vois bien que c'est l'électorat populaire qui n'est pas allé voter. Je ne l'analyse pas de la même manière, je pense qu'il y a une nouvelle abstention. Il y a une volonté collective en France d'en finir avec l'ordre politique ancien, et s'abstenir, c'est aussi participer à ce coup de balai. C'est-à-dire, il y a des gens qui, politiquement, ne peuvent pas aller jusqu'à voter pour La République En Marche, c'est-à-dire pour un projet libéral, mais qui, pour leur abstention, disent, dans un premier temps, débarrassez-nous de toute cette ancienne classe, on verra ce que... Mais c'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible, mais ça nuance un peu ça. Oui, je ça suis nuance d'accord. un peu le truc. Moi, j'irais dans ton sens, là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est... t'as gagné. De toute façon, le peuple est un peuple monarchiste. Le peuple français est monarchiste. Donc, t'es le roi, t'as gagné, et d'accord, on te laisse les mains libres. Pour le moment. Pour le moment, exactement. En fait, c'est la logique de la Ve République. C'est la victoire du général de Gaulle. C'est exactement ce que voulait le général de Gaulle. Une assemblée qui ne sert à rien, c'est exactement ce qu'on va avoir. L'administration qui va gouverner, c'est exactement ce qu'on va avoir avec les énarques Philippe et Macron, qui ont mis déjà les énarques partout, parce que les ministres ne serviront à rien, je vous l'annonce. Ils ont déjà leur directeur de cabinet nommé par Macron qui va gouverner. C'est plié. On revient aux fondamentaux de la Ve République, qu'ont bien connu Chirac, qu'ont bien connu Giscard, qu'ont bien connu Pompidou. C'est-à-dire, le Parlement ne sert à rien, les ministres ne servent à rien, il y a l'Élysée et il y a la technocratie qui gouverne. Alors, il faut en revenir à une dose de proportionnelle. Mais à chaque fois, tu lèves les yeux au ciel. Mais non, je dis pas... Non, alors je vais te dire... Ah, mais ça, on va pas changer d'avis, alors. Non, j'ai pas changé d'avis. Non, on va pas du tout faire le débat. C'est pas grave. On va bien sûr en parler tout à l'heure, mais là c'est l'heure du second débat, même le premier tour des élections législatives confirme donc l'écrasante majorité en faveur de La République En Marche et la débâcle pour les partis traditionnels. La République En Marche, en tête dans 3 circonscriptions sur 4, pourrait bien fournir des fauteuils de députés à plus de 400 marcheurs, à droite, à gauche. Mais est-ce qu'on sait encore ce que c'est? Beaucoup de voix se sont émues de l'émergence de ce parti unique qui disposerait de plein pouvoir. Alors Eric, est-ce que vous êtes inquiet? Non, ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire quand on considère d'où viennent ces critiques et ces inquiétudes. Elles viennent d'une part du Parti Socialiste, mais alors, à ce moment-là, le Parti Socialiste, il fallait qu'il s'inquiète. En 2012, il avait encore plus de pouvoir. Et en 1981 ? Oui, vu qu'il avait tous les pouvoirs. Il avait la présidence de la République, il avait le gouvernement, il avait l'Assemblée, il avait le Sénat, les villes, les régions. Soit ils ont protesté contre cette concentration de pouvoir, et j'ai pas entendu, soit ils l'ont fait à voix très basse, mais il y a quelque chose qui s'est perdu. Et de l'autre côté, alors les Républicains, c'est pas beaucoup mieux, puisque eux, il y a quelques mois, ils disaient, il ne faut absolument pas voter pour Macron, parce qu'il n'aura jamais de majorité. Absolument. C'est vrai, j'avais oublié. Donc là, il y a un problème, il y a un problème qui, des deux côtés, c'est pas recevable, et d'ailleurs, tout le monde s'en fout. Non, moi je pense que le seul vrai problème, c'est que quand il y a une assemblée comme ça, pléthorique de débutants, c'est difficile de gérer le nombre et c'est difficile de gérer le manque d'expérience. Je pense que c'est le seul vrai problème. Le reste, c'est de la rhétorique partisane, pas très sérieuse. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison, et je vais répéter ce que je viens de dire. Tout ça ne servira à rien. Macron, Philippe, l'administration. Terminé, au revoir tout le monde. Tout le monde peut aller se coucher. Le seul sujet qui va être, c'est maintenant, parce que cette 5e République-là, que je vous définis là, c'est le rêve du général de Gaulle. Donc il n'y a rien à dire, c'est comme ça qu'il l'a voulu, et il l'a accouché petit à petit, et Macron finit le boulot au bout de 50 ans, si vous voulez. En revanche, il y a un autre sujet, qui est maintenant l'Europe.
C'est-à-dire que le général de Gaulle, lui, il fallait pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de lui. Il n'y avait pas l'Europe au-dessus de lui. Quand ils ont commencé à vouloir lui mettre le vote à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité, il s'est cassé, il a fait la politique de la chaise vide, il a envoyé personne. Donc il fallait pas venir lui casser les pieds. Les autres, là, les macronistes, ils sont dans une logique fédérale. C'est-à-dire que tous les Bayrou, les Goulard, les compagnies, eux, ils veulent pas la souveraineté française, ils veulent un régime fédéral européen. Ah. Donc là, il y a une dichotomie entre un type qui utilise à plein comme jamais la logique de la Ve République et leur idéologie qui est de justement dessaisir la Ve République et la France pour donner le pouvoir à l'Europe. Je ne sais pas comment on fait entre les deux, moi. C'est aller un peu vite en besogne, parce que moi, je pense que Macron a comme projet sincère de réformer l'Assemblée nationale, d'une part... L'Assemblée nationale ? Oui, l'Assemblée nationale française. On s'en fout de l'Assemblée nationale. Si, tu dis elle n'a plus de pouvoir. Je pense qu'il va la réformer dans le sens de plus de pouvoir. Mais non, elle va rien dire, ça va pas, non. Je finis. En réduisant le nombre de parlementaires et en introduisant une dose de proportionnelle. Donc ce que tu dis, c'est valable d'un point de vue transitoire. Pour le moment, ce que tu dis est vrai. Oui, je pense que dans un avenir très proche, ce ne sera plus le cas. Mais on s'en fout de l'Assemblée nationale. T'as pas compris. Toi, tu t'en fous. Mais tout le monde s'en fout. Mais alors, pas tout le monde, en fait. Elle est faite par la techno et par l'oligarchie européenne. Mais l'Assemblée nationale, c'est des guignols. Enfin, mais on le sait depuis 20 ans. Mais même eux, ils le savent. Mais tu parles avec les députés, ils le savent qu'ils ne servent à rien. Mais on va en recevoir, tu leur dis. Mais évidemment. Vous êtes un gros débord, Éric Zemmour, je suis navrée. Ouais. Ben non, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'après, ce que je dis, il le reprend. Alors, oui, ce que vous dites est beaucoup plus intéressant. Bah oui. Voilà, c'est sur cette conclusion. C'est pour lui que je fais ça. Un peu définitive et assez juste. Parce que c'est pour lui. On mettait le compteur. Il est reparti là. Merci, messieurs. C'est l'heure donc de notre premier grand débat spécial entre deux tours des législatives. Avant de recevoir Laurent Bouvet et Eduardo Riancipel pour évoquer la déroute sans précédent du PS, regardez cette question qui fâche de Gaël Atlan. Le Parti socialiste s'attendait à un scrutin difficile, mais certainement pas à cette hécatombe. Je suis pas périssable, je suis bon à consommer. La plupart des candidats socialistes ont été éliminés dès le premier tour, dont les ténors, à commencer par le premier d'entre eux. Cimetière des éléphants. Le parti devrait avoir entre 15 et 25 sièges et divise par 10 son groupe à l'Assemblée nationale. Des roses piétinées par des marcheurs. Et cette première question, le Parti socialiste pouvait-il résister à Emmanuel Macron ? Le tourbillon était trop puissant. C'est un fait. Les deux scrutins étaient beaucoup trop rapprochés pour permettre un véritable sursaut. À terre, décapité, éclaté. Le Parti socialiste écroulé comme un château de cartes, celui même dont certains disaient qu'il allait se régénérer, encore et encore. Ça fait 30 ans que l'on dit que le Parti socialiste est un cadavre à la renverse, qu'il a disparu, qu'il va disparaître. La dernière fois qu'on a pronostiqué cela, on a gagné l'élection présidentielle. Un cadavre à la renverse dont les divisions laissent entrevoir un avenir difficile. Une heure à peine après les résultats, les premières flèches étaient lancées. La déroute du Parti socialiste, la faute à qui ? Il y a eu une fronde importante qui l'a quasiment impuissanté pendant 5 ans. Avec des débats au sein du Parti socialiste qui ont été un élément de la déstabilisation globale. Des frondeurs qui d'ailleurs se font balayer. Ils se font balayer, mais ils continuent à donner des leçons, c'est ça qui est bien. Vous avez voté pour un candidat En Marche ou pour un candidat socialiste ? Pour un candidat En Marche. Pour un candidat En Marche ? Oui, absolument. Pourquoi pour un candidat En Marche ? Parce que c'était une bonne candidate. Défaite cuisante, règlement de compte, difficile d'appréhender l'avenir et ceux qui semblent en avoir un seraient déjà en marche pour la réussite de la majorité présidentielle. Le Parti socialiste, un point et la rose, ça a vécu. Et c'est un choix de clarification entre ceux qui veulent la réussite de ce quinquennat, la présidence d'Emmanuel Macron, pour construire et pas pour détruire. Moi, je suis dans la majorité présidentielle. Ah oui, clairement. Très clairement. Et c'est là où se passe le mouvement. Il y a encore des idées qu'il faut faire vivre à condition qu'on sache les faire adapter. S'adapter, mais jusqu'où ? Et cette question qui fâche, le Parti socialiste pourrait-il évoluer sans se renier ? Voici Laurent Bouvet et Eduardo Riancipel. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Venez vous asseoir. Bonsoir, Eduardo Riancipel. Ah, c'est l'heure des effusions. Vous savez que l'émission n'est pas coupée, hein ?
Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, c'est plus vivant. On vous a mis une petite musique. C'est à la fois plus sympathique et plus vivant. Alors, bonsoir Eduardo Riancipel, vous êtes député PS de Seine-et-Marne et vous êtes candidat aux législatives, mais vous avez été éliminé dès dimanche soir. Vous allez nous raconter si vous cherchez du boulot. Bonsoir Laurent Bouvet, vous êtes politologue et universitaire, vous avez été un proche du PS, vous publiez La gauche zombie, chronique d'une malédiction politique chez Le Mieux, dans lequel vous relatez le quinquennat de François Hollande. Curieux ce titre, non? Parce que un zombie, ça meurt jamais. Et en plus, ça gagne parfois à la fin. Oui, enfin, alors ce sont les chroniques donc que j'ai faites pendant tout le quinquennat, depuis 2011 jusqu'à cette année. Et l'idée de pourquoi la gauche zombie, c'est le mort-vivant, c'est-à-dire c'est. Ah oui, mais c'est ce que je vous dis. Il continue à. Il sait pas qu'il est mort, et il est le seul à pas le savoir. Et pourquoi? Parce que à la demande de Le Mieux éditeur, quand j'ai essayé de regarder quelle chronique je pouvais rassembler, etc. sur le quinquennat Hollande, il y a une chose qui m'est apparue, c'est qu'en fait, comme dirait l'autre, c'était écrit, quoi. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc on avait déjà tout le scénario. Moi j'ai appelé ça au début le zapatérisme, parce qu'on allait s'intéresser aux questions de société. On en a fait des tonnes sur le mariage pour tous. C'était dans le programme de Hollande, il l'a fait, c'était normal. Mais il en a fait beaucoup, parce que derrière, il avait, dès lors qu'il n'avait pas renégocié dès juin 2012 le traité budgétaire avec Angela Merkel, juste après son élection, quand il était encore fort. Angela Merkel avait une élection à venir, on se rappelle plus, mais à l'automne. Il va voir Merkel et il dit c'est bon, on reste comme ça. Donc dès lors, il avait les pieds et poings liés, il pouvait rien faire. Et qu'est-ce qu'il fait dès la rentrée? Comme il y a pas de grain à moudre, il met tout peu d'argent qu'il a, il va le mettre dans le CICE, etc. Mais il dit on va occuper le débat. Il fait renaître la droite de ses cendres grâce à la manif pour tous et contre le mariage pour tous. Il crée une situation de confusion où il y a quand même déjà, on se rappelle Florange, etc. Il y a déjà des problèmes dès le début. Et là, on a, disons, la scène qui est installée. Après, la pièce qui va se jouer dessus va être une pièce qui va confirmer sans cesse les ambiguïtés. Le PS qui, en 2005, n'a pas résolu la question. Le PS, en 2005, au référendum sur la Constitution européenne, avait fait un référendum interne, Eduardo doit s'en souvenir, où l'immense majorité du parti avait voté oui. Et ensuite, dans le référendum, évidemment, le non l'emporte. Une partie des socialistes, derrière Laurent Fabius notamment, défendent le non. Et qu'est-ce que fait François Hollande? Il dit voilà, très bien, on continue. On réintègre Laurent Fabius dans la direction et on continue comme avant. Mais donc depuis cette date, au moins, et sans doute depuis le manque d'analyse de la défaite de 2002 de Lionel Jospin, le Parti socialiste est condamné. C'est un mort-vivant. Cette fois, c'est comme avec les zombies. Pour les tuer, il faut leur planter un pieu dans la tête. Ceux qui regardent The Walking Dead, les séries avec des zombies connaissent bien ces questions, les films plus anciens de Romero, etc. Donc là, Emmanuel Macron a tiré une balle dans la tête des zombies. Voilà. Donc là, le zombie est mort. Il y a quelque chose d'autre qui va se produire, évidemment, mais le zombie est mort. Vous avez quoi? Vous semblez accuser le coup. Vous êtes déprimé, vous êtes... Est-ce que vous avez l'air d'avoir quelqu'un de déprimé face à vous? Un peu. J'ai un père psychiatre, mais ça va très bien. Vous voyez? Non, c'est la vie politique. Si vous n'acceptez pas la froideur, la cruauté d'une vague présidentielle d'une telle ampleur, il faut faire autre chose dans la vie. Je sais très bien où je mettais les pieds en m'engageant dans la vie politique. Et je crois que c'est tout à l'honneur de nous tous. Moi, je n'ai aucune sécurité, je ne suis pas fonctionnaire, je n'ai pas de plan caché. Je vis mon engagement politique avec l'intensité qui est celle précisément de la vie publique, avec ses risques, ses grands risques. Et je ferai comme tout le monde, chère madame. J'irai chercher du travail, me ressourcer, mais pleinement engagé. Parce que je crois que ma génération politique a tout à reconstruire, et notamment à gauche. Et on a à construire la France, l'Europe et le monde de demain. Moi, mon problème, c'est que je vois bien ce qui se passe depuis un moment. J'ai été au maximum loyal au cours de ce quinquennat parce que j'ai l'esprit collectif et que j'accepte les décisions collectives. Maintenant, il faut être clair. La gauche démocratique en France n'a pas su s'installer au XXIe siècle. Pas encore. Et nous avons, je crois, perdu, nous vivons aussi cette déroute par une absence de compréhension du monde
dans lequel nous sommes en train d'entrer. Je dis depuis des années qu'il faut construire la gauche de demain, la gauche de l'après-crise de 2008. Mais c'est pas Emmanuel Macron qui l'a construite ? Pardon ? C'est pas Emmanuel Macron qui l'a construite ? Il va probablement chercher à le faire. Et le grand remplacement politique peut avoir lieu, moins du côté de la gauche radicale que veut incarner Jean-Luc Mélenchon, que de la nouvelle offre politique que veut incarner le futur parti d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a un espace pour que nous ne disparaissions pas, à condition que nous sortions de l'idéologie de la gauche gestionnaire dans une société libérale où la fin du monde serait arrivée, la fin de l'histoire, où il n'y aurait plus rien à changer. Il y a un monde nouveau, c'est un changement de civilisation qui est en cours. Vous avez un nouveau désordre mondial. La crise financière de la dérégulation économique et financière est passée par là. Quelles sont les nouvelles règles du jeu ? Est-ce que la gauche a encore quelque chose à dire ? Est-ce qu'au sein de la gauche, le Parti socialiste a quelque chose à dire sur la France, sur l'Europe, sur le devenir de ce monde qui est un monde où simplement la paix et la sécurité sont de nouveau menacées. Nous vivons dans un monde instable et dangereux. Et je crois que nos valeurs, qui restent des valeurs à mon avis toujours d'actualité, de progrès, d'émancipation, de liberté, de tolérance, de démocratie, il faut les adosser, mais d'abord en comprenant le réel et non pas en du ciel des idées. Amen. Non mais moi je suis très étonné par vos propos liminaires à l'un et à l'autre. Je commence par vous, Laurent Bouvet. J'avais pas lu votre livre à parution et c'est instructif de le lire maintenant, c'est-à-dire que l'histoire est faite. Bon, l'affaire Macron, vous n'êtes pas le seul, mais vous ne la voyez absolument pas venir. Au point que vous écrivez, c'est la chronique, je vous cite, d'un pays tellement désespéré qu'il paraît prêt à subir la dévastation d'une peste blonde que les docteurs Diafoirus lui servant d'élite n'ont ni su ni voulu réellement combattre. Pour vous, quand vous finissez ce livre, vous êtes toujours sur le FN va emporter la mise, il sera au deuxième tour, il peut peut-être l'emporter, bon, je sais pas, ou en tout cas être très haut, au deuxième tour. C'est-à-dire que vous n'avez absolument pas vu arriver Macron. Et vous, monsieur, c'est très étonnant parce que ce qui se passe avec Macron, c'est juste la prolongation de la deuxième partie du quinquennat de François Hollande. C'est ce que François Hollande voulait faire et n'a pas réussi à faire. Il y a une interview ce matin de Raymond Soubi, conseiller social de Hollande, de Sarkozy, qui dit, voilà, ils reprennent là où El Khomri s'est arrêté parce que simplement il y avait un défaut d'incarnation, c'est ça le problème, c'est pas un problème de ligne politique. Il y avait un défaut d'incarnation. Il y avait un président de la République qui était incapable d'imposer ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est le programme aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que le livre de Laurent Bouvet ne s'appelle pas le PS zombie, s'appelle la gauche zombie. Oui. C'est là où je suis pas d'accord. La gauche, elle n'est pas zombie. Elle s'est simplement réincarnée en Emmanuel Macron qui prolonge ce qui se passe dans la gauche de gouvernement depuis 1983. C'est pour ça que vos deux propos liminaires je suis pas totalement d'accord avec vous parce vraiment que très étonné. Emmanuel Macron et son mouvement qui va être refondé dans quelques mois n'a pas encore fixé justement l'axe central, s'il se situe à gauche ou plutôt à droite. Cette clarification devra venir à un moment donné aussi du parti d'Emmanuel Macron. Il peut vouloir s'installer dans un axe central, mais moi je vous parle de la gauche et je vous parle de la gauche de demain. Aujourd'hui, le Parti socialiste, il est peut-être en situation de mort clinique. Effectivement, on peut soit disparaître totalement du paysage parce qu'on deviendrait inutile à la société française et aux Français, je crois que c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou alors devenir un petit parti subsidiaire de la gauche à vivoter entre 3 et 7 ou 10%, devenir un parti d'appoint peut-être de la majorité d'Emmanuel Macron ou de Jean-Luc Mélenchon. La question qui se pose pour nous, les idées, elles ont été reprises. Non, je crois qu'au contraire. Nous avons aujourd'hui à gauche la gauche démocratique et le Parti socialiste en particulier. Il n'a plus de doctrine, il n'a plus de stratégie. Et il a une absence de leadership et d'incarnation. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Rien, justement, autrement dit, il y a tout à refaire. Qu'est-ce qu'on pense du monde et de la France et de l'Europe? Quelle stratégie donnons-nous pour atteindre nos objectifs politiques, pour répondre aux besoins des gens? Et ensuite, on verra la question du leadership et de l'incarnation. Ce que je crois, c'est que si on manque de solidarité entre les gens de ma génération, qui sont des gens qui avons été pour la plupart battus aux élections, et nos aînés et ceux qui viennent aussi après nous, si on n'a pas un minimum d'instinct de survie, de solidarité entre nous, eh bien évidemment la vieille maison va disparaître. Moi je ne le souhaite pas. Je pense qu'il y a un espace et une attente pour qu'on reconstruise une gauche qui réponde aux problèmes du siècle qui vient. Ça va être la tâche de ma génération et j'y prendrai toute ma part. Écoutez, moi, contrairement à vous, effectivement, je souhaite que la vieille maison disparaisse. Et je vais vous donner une raison très simple, c'est qu'elle est morte. Il y avait deux choses dans la vieille maison. Il y avait un discours et il y avait des actes. Depuis 83, le discours était à gauche
et les actes étaient au centre droit. Mais il faut rompre avec ça. Attendez. Avec cette inconstance, cette incohérence entre les discours et les actes. Mélenchon a pris le discours, Macron a pris les actes. Et donc vous n'existez plus, et c'est légitime. Vous ne servez plus à rien. Ça, c'est l'histoire qui va le dire. Mais elle est écrite, l'histoire, elle est écrite, là, ça y est, c'est fini, au revoir. Mais non, en train de s'écrire. Mais il y a des choses qui sont évidentes. À partir du moment où l'un prend les actes et l'autre prend le discours, vous êtes au milieu, vous tombez à l'eau. C'est tout, c'est terminé, on passe à autre chose. Maintenant, je voudrais répondre à M. Bouvet, parce que depuis tout à l'heure, je suis souvent d'accord avec vos analyses. Je trouve simplement que, à chaque fois, j'ai envie de vous dire, ah ben oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous dites, il n'a pas renégocié le traité budgétaire, je parle sous contrôle de Nolo. Pendant toute la campagne de 2012, à tous les invités socialistes, tu t'en souviens Eric, je leur disais, il ne renégociera pas le traité budgétaire parce que c'est un Delorien. Il suffit de voir les temps longs. C'est un Delorien, ça veut dire qu'il est le fils de Delors et que depuis 30 ans, il a toujours mis l'Europe au-dessus du socialisme. Exactement. Il a toujours mis l'Europe au-dessus du socialisme. Et donc, c'était évident qu'il ne renégocierait pas. Donc, quand vous dites, c'est l'acte fondateur, c'est le moment où il commence par ne pas faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Après, son intention... c'était sûr qu'il ne le ferait pas. Moi, vous savez, Moi, j'analyse la vie politique, j'analyse pas les intentions. Que je pense aussi que Hollande... Ça permet d'avoir un peu d'avance ? Non, parce que je pense, comme vous, que Hollande soit le fils naturel en politique de Mitterrand et de Delors, c'est une évidence. Après, il fait une campagne, il dit, voilà, on a fait une erreur, il faut renégocier le traité budgétaire parce que Sarkozy l'a pas fait. Moi, je regarde et je dis, bon, il dit ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà, je juge sur les actes. Non, mais non, donc, sauf moi, que je regarde et je écrit, juge les actes. Mais Jospin avait fait la même chose en 97. Alors, il avait dit, je vais tout casser. Il était arrivé à Berlin, il avait dit, oui, madame. Oui, monsieur, à l'époque, c'était Kohl. C'était Nice, à l'époque. Voilà, exactement. Mais non, je voudrais répondre à Éric Nolot, parce que pas voir venir Macron. Moi, il y a deux choses. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites c'est la poursuite de la gauche. Il y a une alternance. Il y a une alternance. Oui. La technostructure. Oui, c'est la gauche non, la technostructure dont vous parliez. Non, la technostructure dont vous parliez tout à l'heure, qui occupe les cabinets ministériels. C'est une technostructure quand vous regardez les parcours de droite. Celle qui est de chez Macron ? Oui, vous avez raison. Il y a une alternance dans l'élection, notamment chiracienne. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est une technostructure de droite. Moi, ma thèse sur le macronisme, et c'est pour ça que je ne l'ai pas vu, parce que je pensais effectivement que c'était le tour de la droite, qu'il y avait une aspiration à dégager la gauche et que ce serait la droite qui l'emporterait. Elle a choisi un candidat qui n'était pas forcément le meilleur pour le faire, mais enfin qui avait quelques armes et dont la campagne, on a vu ce que ça a donné. Et deuxièmement, qui pouvait anticiper que le FN serait aussi mauvais et que Marine Le Pen serait aussi mauvaise en campagne ? Que la peste blonde serait finalement une espèce de truc friable qui allait s'étioler pendant la campagne et s'effondrer complètement lors du second tour. Donc, je reviens au macronisme. Ce que c'est que le macronisme, et c'est comme à différentes reprises dans notre histoire, depuis très longtemps, on peut parler de Richelieu, on peut parler de Colbert, etc. C'est les gens de l'État qui disent on va reprendre nous-mêmes le pouvoir. Parce que les politiques ont failli. Évidemment. Et donc, Macron, c'est le premier à se dire, et c'est pour ça qu'il ubérise, y compris tous les jeunes de la classe politique, droite et gauche confondus, il les ubérise parce qu'il dit je ne vais pas aller en politique pour être un énarque qui devient un politique comme les Juppé, comme les Hollande, etc., et qui deviennent que des politiques et qui font leur carrière. Je vais y aller en étant l'homme de l'État qui va réformer la France enfin comme elle se doit, etc., etc., son discours réformiste. Non, mais son discours. Et oui, évidemment, mais il va le faire. Par le haut, par l'État colbertiste, c'est plus colbertiste que clémenciste. Moi, c'est ça mon problème, évidemment. Mais, donc, il arrive, il dit ça, il prend lui-même en charge l'État. Donc on est dans une révolution technocratique de nouvelle génération, mais c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec je suis d'accord avec ça. À l'âge du populisme, à l'âge d'une société industrielle qui devient une société numérique, donc ça change énormément de choses et on n'est plus du tout dans l'analyse classique, et à l'âge de problèmes considérables, le terrorisme, les menaces, la menace identitaire, absolument d'accord. Et ça c'est un point et qu'ils occultent complètement. On est d'accord. Bon, donc, écoutez, ne pas le voir venir, c'est pas ne pas voir venir dans ce livre. Vous lirez mes chroniques depuis 5 ans. Non, mais je suis pas d'accord avec vous. Non, mais attendez, mais c'est la prolongation de la gauche de gouvernement. Attendez. D'autres moyens. Moi, je suis lettre à la fin, ça dépend aujourd'hui. Moi, je suis d'accord que moi, je suis à la fois déprimé et ubérisé, ça va mal finir. Moi, c'est le pouvoir d'un bloc libéral et européen, fédéraliste, ça c'est sûr. Mais droite et gauche, c'est pas la gauche de gouvernement. Mais sauf que la France reste majoritaire, elle ne peut pas s'unir politiquement. 30 secondes et je vous laisse la parole. Je suis tout à fait d'accord quand vous dites que c'est la révolution de la technostructure de droite
et de gauche, puisque de toute façon ils sont interchangeables, c'est les mêmes, et que c'est plutôt une technostructure de droite. Sociologiquement, c'est pas tout à fait les mêmes, ils sont là. plutôt une technostructure de droite qui gouverne. Je suis d'accord aussi avec vous. Vous oubliez une seule chose, c'est que les députés qui feront à l'Assemblée, c'est plutôt des gens de gauche. Donc on a en fait une réconciliation de la bourgeoisie totale, c'est-à-dire la bourgeoisie de gauche, bobo, et la bourgeoisie conservatrice libérale, qui se réconcilie dans le macronisme pour imposer au peuple, à un peuple rétif, la révolution de la mondialisation et de la mondialisation libérale, et qui est prise en main par cette technostructure de droite, mais ça aurait pu être la technostructure de gauche, puisqu'en fait la technostructure de gauche, elle passe la main à la technostructure de droite en lui disant « Eh ben vas-y, tu vas mieux te débrouiller que moi ». Mais c'est tout, c'est simplement un passage de relais. Ils sont d'accord à 90%. C'est une droite libérale avec une gauche libérale. Bah voilà, exactement. Bourgeois. Oui, parce que je pense que le président Emmanuel Macron a tout compris de la fonction présidentielle et de la Ve République, et c'est la raison pour laquelle, absolument, et c'est la raison pour laquelle il est en train de réussir, parce qu'il se cale sur la fonction. Après, c'est une affaire de style. Et le style étant l'homme, les hommes déterminent le style de présidence. Mais si vous vous décalez par rapport à la verticalité du pouvoir qui est inhérente à la Ve, vous êtes mort. Et lui, il est en train de comprendre cela. Premier point. Deuxième point, je crois qu'il y a de nouveaux clivages qui sont en train de se reformuler. La gauche et la droite va se reformuler à l'intérieur de ce qu'est en train de déblayer Emmanuel Macron comme nouveau champ du jeu politique. Et il faut se caler par rapport à ça. Il ne faut pas rester sur les marges. Moi, c'est pas à vous, Éric Nolot, c'est pas à vous ni à moi de le décréter. C'est la maladie infantile des socialistes. Mais incarnée par qui ? La maladie infantile des socialistes, permettez-moi de terminer. Incarnée par qui ? Vous venez sur le troisième point qui n'est pas le premier. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on pense du monde, de la France et de l'Europe. Qu'est-ce qu'on pense de la réalité ? Non mais attendez, moi il y a une autre question. Ensuite, quelle stratégie nous donnons pour obtenir ? Eh ben, je pense qu'il faut d'abord un collectif. Si on croit que on retourne avec ces maladies de courant, où on cherche à faire des boutiques, non, moi j'aimerais vous demander. On va se fragmenter et vous aurez 10 partis de gauche. Ça y est. C'est ce vers quoi on risque d'y aller, comme en 58, la surfragmentation de l'espace politique et des forces politiques de gauche. Je veux éviter cela. Et je pense que c'est possible. Ça suppose de la solidarité. Ça suppose de l'unité. Ça suppose de l'humilité. C'est-à-dire tout ce qu'on n'aura pas. Mais c'est pas grave. Attendez. La disposition d'esprit, du moins. J'ai bien compris. Vous serez tout seul, mais c'est pas grave. Quand j'aimerais revenir en amont, mais c'est pas grave, vous avez raison, vaut mieux être tout seul que mal accompagné, hein, vous avez bien raison, j'en sais quelque chose. Donc, vos codes. Vous êtes très bien accompagné, Eric. C'est le bas du pays qui décide. Non, mais on est d'accord. C'est le haut qui fait la politique dans le pays. C'est le bas. Mais là, pour l'instant, c'est le haut. Et donc, il faut. Il s'est imposé au bas, là, monsieur. Le bas, pour le moment. Voilà, le bas, c'est retiré. J'ai dit tout à l'heure. Le nouveau haut qui a repris le pouvoir. Attendez, quand vous dites, j'aimerais bien quand même que vous fassiez un mea culpa officiel. J'aimerais bien que la gauche fasse son mea culpa. Oui, il y en a un fondamental. Vous venez de le dire. Vous venez de dire, quand on s'écarte de la verticalité de la Ve République, on échoue. Mais c'est la gauche qui a voulu imposer, depuis les années 70, cette destruction de la verticalité dans la société, dans l'État. François Mitterrand, c'était un mec de droite et qui était des années 30. Alors, me la faites pas. Il disait lui-même, je les connais. Bah oui, justement. Donc je vous parle, moi, de la gauche des années 70 qui a atterri dans François Hollande. C'est cette gauche-là qui a refusé la verticalité, qui a voulu l'abattre dans la famille, dans la société, et qui l'a abattue d'ailleurs. Non, je confonds pas du tout. C'est la même chose. La structure politique n'est que le reflet de l'infrastructure sociale et économique. Je suis marxiste, moi. Je vois cela. Non, mais en l'occurrence, ça marche. Donc, si vous voulez, c'est la gauche qui s'est plantée. Il faut qu'elle le reconnaisse. Tant qu'elle le reconnaîtra pas, tant qu'elle ne reconnaîtra pas qu'elle a abandonné l'électorat populaire. Sociétale. Voilà, la gauche sociétale. Je ne le fais pas dire. Voilà, la gauche uniquement sociétale est une gauche qui est balayée de l'histoire. Voilà. On a des problèmes profonds. Quand même. La question, c'est que le monde industriel, le monde de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale et des 30 glorieuses, ce monde s'est évaporé d'abord avec la chute du mur de Berlin et ensuite avec la révolution de la mondialisation, de la révolution des nouvelles technologies qui arrivent, du numérique, de l'intelligence artificielle, du nouveau ordre mondial qui n'en est pas un, qui est un nouveau désordre mondial. Je pense qu'on a quand même des problèmes sérieux à affronter devant nous. La gauche n'aurait rien à dire face à ça ? Non. Face aux nouvelles puissances qui émergent, face à l'Europe qui peut sortir de l'histoire. Mais non, ceci fait. Elle n'a rien à dire. Son modèle social. Je vous réponds, moi, elle n'a rien à dire. Je vous dis que si, j'ai pas mal d'idées, c'est pas le moment de les mettre sur la table. Il va falloir que nous nous réorganisions pour être à la hauteur. Mais pourquoi vous n'allez pas avec Mélenchon ? L'histoire, elle se fera avec ou sans nous.
Monsieur Si on est au Sipel, niveau de l'histoire, vous nous dites qu'il ne faut pas se diviser, mais allez avec Mélenchon. Apportez-lui vos idées brillantes. On est suffisamment nombreux dans la gauche démocratique, cher Éric Zemmour. Pourquoi Mélenchon, c'est pas un démocrate? Il faut être à la hauteur. C'est un démocrate. Non mais simplement, on confond deux choses. La gauche spéciale de Non mais la gauche et le PS. Le PS, je regrette, je vous répète cette idée que le PS n'a pas d'espace pour une raison simple, c'est que son aile droite se reconnaît tout à fait dans Macron. Valls, il n'aura aucun problème à travailler avec Macron. Et l'aile gauche, ses idées sont représentées par Mélenchon. Il n'y a pas d'espace. Sauf sur un point. Si je dois conclure rapidement, ça sera là-dessus. Il y a un point aveugle dans le macronisme. Qui est, c'est pour ça que je disais, il est plus colbertiste que clémenciste au sens de Clémenceau, c'est la question... Attendez, au sens de Clémenceau, c'est-à-dire la laïcité, la République, parce que la verticalité républicaine, ce n'est pas qu'une verticalité monarchique. Au bas. C'est la colonne d'air, comme disait Jules Michelet, le grand historien, entre le peuple et l'État. C'est ça, la République en France, c'est le peuple et l'État. Or là, il y a toute une partie du peuple, c'est l'angle mort, qui n'est pas représenté. Parce que le Front National a échoué, parce que la gauche s'est plantée, parce que le macronisme, ce n'est pas ça, c'est un bloc central beaucoup plus, effectivement, élitiste, bourgeois, etc. Et là, on a un point aveugle, et le point aveugle, c'est à la fois idéologique, la question des frontières, quelle nation veut-on, où est-ce qu'on est, qui sommes-nous, quel est le commun qu'on fait ensemble, etc. Et ça peut pas se faire contre une partie du peuple, ou en oubliant une partie du peuple, une partie de la France. Et il l'oublie pas. Ça correspond, cette idéologie-là, ça correspond aussi à une sociologie. Et aujourd'hui, il y a des millions de Français qui ne sont nulle part. Voilà, politiquement comme économiquement. Il ne l'oublie pas. Nous avons une élite bourgeoise, technocratique, qui veut imposer au peuple. Macron, oui, non, mais je suis d'accord sur c'est le rapport Thiot, c'est le Conseil d'État. Je dirais une chose un peu optimiste en conclusion, quand même, il faut essayer. Je pense Macron un peu plus intelligent que ça. Oui, mais il y a des forces qui le soutiennent. Y compris là-dessus. D'accord, je suis d'accord. Lui, oui. Alors, on verra. Juste un mot, Édouard Dorian-Sipel. La période historique qui s'ouvre devant nous, ça ne concerne pas que la France, ça concerne l'Europe et le monde, est à la fois un moment historique passionnant et inquiétant. Moi, je crois que les valeurs qui sont celles historiques de la gauche et du socialisme, c'est-à-dire qui s'est incarné dans Jaurès et au-delà, a beaucoup de choses à dire sur le monde qui vient. Il va maintenant dépendre de notre grande capacité à être humble, digne et unis dans la période qui s'ouvre. La gauche, elle existe. Et soit on est à la hauteur de la période et on survivra, parce qu'on parlera aux Français, on sera utile à la société française, ou sinon on va vivoter, disparaître, deviendra une force inutile, sans aucune réalité historique. Voilà. Moi, je crois que nous avons des choses à dire et que les temps qui viennent... Mais dites-les avec Mélenchon, vous susurre Éric Zemmour. Merci messieurs d'être passés sur ce plateau. Laurent Bouvet, je rappelle le titre de votre livre, La gauche zombie chez Le Mieux Éditeur. À venir, Alba Ventura, Henri Guénaud, Raphaël Antoven, Jérôme Sainte-Marie, Roger Carucci, Georges Fenech et Tanguy Pastureau, évidemment. Mais tout de suite, c'est l'heure de la pub. Vivez votre plaisir jusqu'au bout en regardant votre série avec les cônes. Sur le plateau de Zemmour et Nolo, je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Voici Roger Carucci et Georges Fenech. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Roger Carucci, vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, ancien ministre. Vous étiez présent au bureau politique des Républicains de lundi, que l'on a dit très tendu. Vous allez nous raconter. Oh bah il paraît que Jean-Pierre Raffarin a failli se faire prendre du goudron et des plumes. Mais non. Il a l'habitude, Raffarin. Ah bon. Je vous en prie, vous. Pensez pas. Bonsoir Georges Fenech, vous êtes député du Rhône. Vous avez été le premier à demander le retrait de François Fillon. Et vous faites partie de ces députés LR en difficulté. Vous êtes deuxième derrière En Marche. Alors messieurs, après la gauche, on se pense sur l'électroencéphalogramme de la droite. Et on commence avec la partie de l'émission préférée d'Éric Zemmour. Il la rédige dans la nuit. Ça s'appelle le QCM. S'il a fait cette... Alors, messieurs, selon vous, qui est responsable de l'effondrement de la droite aux législatives? François Baroin, François Fillon ou Édouard Philippe? Elle est bien tordue celle-là. Elle n'est pas de moi, mais je reconnais que... Les trois Les trois. Ouais, enfin moi je laisserai François Baroin en dehors parce que je vois pas en quoi il aurait concouru.
L'échec de Fillon. Il a l'idée la campagne. Oh, on peut pas dire ça. Ah bon Ça partait sur des bases tellement difficiles. C'est vrai. L'échec de Fillon dès le premier tour fait que naturellement, on paye les pots cassés aux législatives. Et le fait que Macron ait pris quelqu'un venant de LR, Édouard Philippe, ça a déstabilisé les électeurs. Donc les deux éléments sont très déstabilisants pour la droite. François Baroin, il essaye de réparer ce qui peut l'être, mais c'est pas un élément sur la défaite. Zemmour? Non, mais je... N'aime pas François Baroin. D'abord la réponse... non, vous voulez pas donner votre réponse d'abord? Si on me demande, moi je réponds. Justement, allez-y, monsieur Fenech, moi, vous avez vu, je m'avais invité. Mais c'est pour ça que vous avez vu comme vous avez vu comme c'est moi qui suis courtois dans cette contrairement à ce qu'on pense. Si vous voulez répondre, si je suis pas là. Mais je vais répondre à. On va laisser Roger. Je vais répondre à Roger. Monsieur Fenech, j'avais entendu que vous disiez les trois. Non, écoutez. Mais du coup, il répond plus. Allez, vas-y. On est, cher Roger, dans un déni total. Total. Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait arriver à un tel niveau en politique. C'est-à-dire à ras des pâquerettes. Nous avons été incapables, les uns et les autres, de nous lever à un certain moment pour dire à François Fillon, stop. J'ai été bien seul. Et j'en ai pris plein la figure. Nous avions un ancien président de la République. Nous avions 2 anciens premiers ministres. Nous avions des présidents du Sénat et présidents de l'Assemblée nationale qui tous ont été courbés les chines devant François Fillon, qui était un candidat discrédité depuis le 25 janvier. Et nous allions droit dans le mur. Ça, c'est la vraie réponse. Si on continue à chercher d'autres explications, c'est qu'on continue à rester dans le déni. Nous nous sommes suicidés. Donc qui est responsable? Notre famille politique, nos dirigeants, tous ceux qui n'ont pas osé dire la vérité à François Fillon et lui demander de se retirer au moment où c'était encore temps. Monsieur Fenech, pardonnez-moi. La réponse, elle est là. Non, mais j'entends votre réponse. C'est pour ça que je tenais à ce que vous répondiez avant que je n'allais pas chercher Baroin. Je savais que vous alliez dire sur des décombres. Non, mais je suis d'accord. Baroin, oublions Baroin. On est d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec vous sur Fillon. Je suis pas l'avocat de Fillon. Je n'ai rien à faire. Mais vous remarquerez que Fillon a fait, avec sa mauvaise campagne, avec les affaires, avec tout ce qu'on sait, il a fait 7 millions de voix. 20% de voix. C'est le score de Chirac, mon cher Fenech, que vous connaissez, vous et comme moi. Deuxièmement, les législatives. Les législatives, vous avez déshabillé le fameux programme de Fillon, dont on disait il ne faut pas voter pour Fillon, mais il faut voter pour le programme tellement il est bon. Vous avez tout changé, et finalement, qu'est-ce que vous faites? 20%. Je vous rappelle que le RPR et l'UDF, en 1981, faisaient 49% des voix. La vérité, c'est que le problème est bien au-delà de Fillon. J'en parlais, j'ai eu cette discussion avec Carucci depuis 30 ans, on peut dire, depuis 90. La vérité, c'est que le problème, il est né en 90, quand le RPR a vu s'affronter 2 lignes. La ligne RPR classique, patriotique, sociale, colbertiste, c'est-à-dire Séguin, Pasqua, contre Juppé, Balladur, Sarkozy, Chirac. La vérité, c'est que c'est le camp de Sarkozy, de Juppé qui a gagné. Juppé vous a emmené à l'UMP, il a centrisé le RPR, il a UDFisé le RPR, comme disait Charles Pasqua jadis, Carucci et moi, on était là. Et le résultat, il est là. Il est sur 30 ans de juppéisation. Par rapport avec Fillon. Et ben justement, Fillon, c'est un épiphénomène dans cette histoire. La preuve, il fait le même score, il fait le même score que vous. Vous allez reprendre la parole. Mais je vous en prie. Éric Zemmour, vous êtes dans l'aveuglement total. Je vous écoute. Et total. Vous ne voyez pas les choses. Vous ne les voyez plus parce que vous avez une vision du passé. Vous n'avez pas elle éclaire l'avenir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, moi, je l'appelle le printemps français, comme il y a eu le printemps arabe. On a assisté à une révolution démocratique. C'est-à-dire qu'on a assisté à un grand dégagisme. On a dégagé les grands partis politiques. Alors, vous rentrez dans des considérations très subtiles, juppéistes, elles sont essentielles. C'est fini tout ça. Ah oui, c'est fini. On a viré la classe politique qui dirigeait le pays depuis 30 ans. Mais pourquoi? À cause des affaires. Non, pas du tout. Mais vous avez une vision judiciaire. Vous avez une vision judiciaire, moralisatrice. Mais c'est vous qui n'avez rien compris, excusez-moi. C'est vous qui n'avez rien compris. Je n'ai pas de vision moralisatrice, je me bats contre ces lois de moralisation. Alors, je dis que la
classe politique, pardon, et je dis que nous avons été dégagés par les Français qui en avaient marre. Ça n'a rien à voir avec les affaires. Mais si, alors, il y a eu un Je peux intervenir, monsieur. je suis pas d'accord. Alors allez-y, puis après je prendrai la parole après, il n'y a pas de raison. Je voudrais revenir sur Barouin quand même. Il y a quand même une campagne qui se déroule. Chaque fois que M. Barouin prend la parole, j'entends que 2 arguments, ce qui n'est pas beaucoup. Il dit, il ne faut pas qu'il y ait trop de députés de La République En Marche, c'est pas bon pour la démocratie, et ils vont augmenter la CSG. Donc, c'est vrai dans les deux cas. Oui, d'accord, c'est vrai dans les deux cas. Ça ne fait pas un programme d'opposition très convaincant, ni très audible. Non, mais attendez, je vous pose la question. Est-ce que c'est Barouin qui n'arrive pas à synthétiser ce que vous élaborez ensemble, ou est-ce que collectivement, eh bien, il se trouve que les Républicains n'ont pas beaucoup d'idées pour la France du XXIe siècle? C'est ça qu'on entend. Attendez, d'abord, pour reprendre, je partage avec Eric. 44% au premier tour de la primaire. C'est ce que dit M. Fenech. Oui, mais attendez. Donner en avant, surtout, on devait gagner, nous, en commission d'investiture, au mois de janvier, il y a à peine 4 mois, on disait 340 sièges pour les Républicains, 40 sièges pour l'UDI. Oui, mais il y avait une fracture. Non, mais attendez. La vérité, c'est qu'il y a à peine 4-5 mois, toutes les enquêtes d'opinion disaient que les Français voulaient la droite. Oui, mais toutes les enquêtes d'opinion voulaient qu'on balaye Hollande. Elle a eu la droite, d'ailleurs. Et le résultat, c'est que l'analyse de Macron a été la bonne. Bien sûr. C'est-à-dire que le type a dit, je ne veux pas me situer à gauche, les Français n'en veulent plus. Exact. Je vais dire que je prends des types à droite, Édouard Philippe, Bruno Le Maire. Je vais dire que mon programme, à gauche, moi, jamais. Enfin, jamais j'ai été ministre de Hollande. Jamais j'ai été à l'Élysée. Un homme neuf. J'arrive, je vous souris, je suis un homme neuf. Et les Français se sont dit, c'est pas mal. Ben si, parce que les formations politiques... que vous soyez fait rouler dans la farine par quelque chose d'aussi grossier, c'est pas à votre honneur. Attendez, les formations politiques, elles, vous n'arrêtez pas de dire avancer des idées, mais que ce soit le PS de son côté, que ce soit le Front de gauche du sien, ou que ce soit les Républicains, il y avait un programme, il y avait un projet... Inaudible, à un moment, mais bien sûr inaudible. Oui, mais inaudible pourquoi? Parce que, et là je partage tout à fait l'avis de Georges, c'est que les polémiques et les affaires sur Fillon ont étouffé le débat. Et après la présidentielle, perdue, dès le premier tour, on disait, est-ce qu'on peut avoir le débat pour les législatives? Oui, voilà où je voulais en venir. Pas plus, pas moins. Un petit quart d'heure. Pas plus, pas moins. Non mais attendez, pourquoi est-ce que par exemple les candidats En Marche, partout dans le pays, refusent les débats pour le deuxième tour avec les candidats de la droite? Aussi, d'ailleurs, Ils refusent. Ils veulent pas venir en débat. Ils refusent les débats locaux. Ils refusent les débats sur les chaînes régionales. Ils refusent partout. Ils ont raison. Parce qu'ils n'ont pas de projet et qu'ils disent c'est l'image qui va gagner. Non, mais quel est le vôtre? Mais le nôtre, il faut au moins pouvoir l'exposer en débat si on refuse le débat. Quelles sont les idées que portent les Républicains maintenant pour l'avenir? Il va falloir que vous reconstruisiez pas seulement l'appareil, mais également au niveau des idées. Alors, ça, je suis d'accord. Quelles sont-elles? Non, mais si vous regardez... Tu vas pas te les dire maintenant. Ah, bah si, j'aimerais bien. Non, mais sur le fond, les choses n'ont pas réellement changé en 6 mois. Que ce soit sur les 35 heures, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur le contrôle de l'immigration, que ce soit sur l'insécurité, que ce soit sur la politique en matière d'emploi, les idées qui ont été défendues restent là. Vous nous dites, vous avez changé par rapport à... On a changé sur le 500 000 fonctionnaires. Ça, et la TVA. Et sur la TVA. D'accord. Il y a 2 éléments de changement Carucci... qui n'étaient pas d'ailleurs, si vous le notez bien, les deux qui n'étaient pas dans le programme du parti. C'était dans le programme du candidat. Pas dans le programme du parti de juillet 2016, où ces 2 éléments n'étaient pas. Éric Zemmour nous a expliqué souvent ici que s'il y avait un grand cadavre à la renverse à gauche, ça menaçait aussi la droite, puisqu'il y avait cette ligne. Oui, mais vous dites la droite, on était bien avant les élections. Il y a 6 mois. Où est le problème? Il y a 6 mois, mais vous n'étiez pas bien du tout. Vous aviez déjà une fissure qui allait faire éclater. Alors, non, mais j'ai compris. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que on est d'accord là-dessus depuis le RPR de 90. Sauf que la différence, c'est qu'il comptait être élu sur l'anti-hollandisme, comme Hollande avait été élu sur l'anti-Sarkozy. C'est ça, en vérité, qui a éclaté. C'est ce truc-là. Maintenant, je voudrais revenir à cette histoire, parce que vous dites, on n'a pas pu faire campagne. Je suis d'accord, je l'ai dit ici, il y a eu un putsch médiatico-judiciaire contre Fillon. Je le dis et je le répète. Absolument pas. Je sais qu'on n'est pas d'accord. Non, mais je sais qu'on n'est pas d'accord, monsieur Fenech. Il n'empêche qu'on a mis l'éclairage sur ces histoires-là. Il y en a eu d'autres. On aurait pu. Mais oui, on aurait pu faire. Un journaliste peut s'en prendre à la liberté de la presse. Comme c'est Zemmour. Attendez. Il y a un putsch contre Bayrou, là, en ce moment. Il y avait un putsch contre Ferrand, il y avait un putsch contre... Mais vous avez remarqué que ça n'a pas eu le même impact. Ça n'a pas eu le même effet.
Ça n'a pas eu le même Heureusement effet. qu'on a une Et vous presse savez, libre. Monsieur Fenech, la Ça se liberté... paiera. Ça se payera peut-être, mais pour l'instant, ça se paye pas. C'est pas la presse qui invente les affaires. Écoutez, Monsieur Fenech, un putsch. Fillon, il a perdu 5 Incroyable points. d'entendre Monsieur ça. Fenech, il a perdu 5 points, Fillon. 5 points. Je sais, avant les je affaires. sais tout Merci. ça. Et après, il n'a Et plus après, perdu. il a perdu les 5 points. Voilà. Et ben voilà. Vous voyez que c'est pas seulement les affaires. Alors Eric. Il n'y a pas seulement les affaires. Et deuxièmement, la vérité, c'est que vous ne parlez plus de rien. Vous êtes rentré dans l'économisme le plus étriqué, à part la parenthèse Sarkozy. Mais le problème, c'est que Sarkozy, il parlait, mais il faisait rien. Mais vous êtes rentré dans l'économisme le plus étriqué, le plus étroit. Qu'est-ce que vous en savez? Je vous écoute, moi. Vous me posez pas la question. Mais je vous, je je pose pas de question, vous allez me répondre. Eh ben oui. Qu'est-ce que c'est que cet économisme le plus étriqué? Moi, je suis contre la loi travail. C'est une remise en cause de toute une histoire de la protection du salarié vis-à-vis de l'employeur. Cette affaire des accords d'entreprise, cette affaire des fusions des représentants du personnel, du plafonnement des indemnités prud'homales qui me choque, moi, en tant qu'ancien magistrat, je dis, ça, c'est une atteinte grave à des droits qui ont été conquis depuis longtemps, depuis 1936. On vous entend pas, Monsieur Fenech, vous êtes le seul à droite à dire ça. Eh ben, je le suis le seul. Mais c'est bien. Eh bien, pas une non, je ne suis pas le seul à droite. À droite, il y en a d'autres qui commencent à le dire. Et puis, il y a Mélenchon aussi. Oui, bien sûr. Oui, mais vous n'êtes pas chez Mélenchon. Mais Marine Le Pen aussi, elle le dit. Mais Marine Le Pen aussi, elle le dit. Mais je suis d'accord avec elle. On est en train de détruire la protection du salarié en France. Oui. Nous ne sommes pas dans une culture anglo-saxonne. C'est pas vrai. Nous avons une culture qui consiste à avoir des rapports équilibrés entre l'employeur et le salarié. Vous savez que la droite ne dit pas ça. Le projet de loi est en train de détruire tout ce qui a fait notre vie salariale. Moi, je vous entends très bien, sauf que reconnaissez que vos amis disent le contraire. Et que depuis 10 ans, ils nous bassinent avec la réforme, la réforme. On n'a pas dit le contraire, notamment les indemnités là-dessus, vous avez dit le contraire. Ah non, pas sur les indemnités prud'homales. Vous voyez qu'on n'est pas aussi étriqué que ça. Non, ça c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà dit que j'attends de voir la loi d'habilitation. Je voterai certainement un certain nombre d'éléments de la loi d'habilitation. Si c'est... Parce que sur les accords d'entreprise, j'ai un avis plus partagé que Georges. Mais par exemple, sur les indemnités prud'homales limitées, je ne vois pas pourquoi. Donc ça, je ne le voterai pas. Alors, je ne sais pas comment se passera l'amendement possible à l'Assemblée, au Sénat. Mais il y aura un vrai débat. Quel débat? Il n'y aura pas de débat parce que c'est les ordonnances. Quel débat il va y avoir? Non, pardon. Il y a quand même la loi d'habilitation. Il y a un débat sur la loi d'habilitation. Pardon. Il n'est pas obligé. Non, mais sur la loi d'habilitation. Sur la loi d'habilitation. Ça va vite être expédié. Ah oui. Non, ça, je ne le crois pas. Ah bon? J'en suis pas persuadé, puisqu'a priori, on réserve 3 jours pleins à l'Assemblée, 3 jours pleins au Sénat. 3 jours pleins, c'est pas rien. Donc, il y aura un débat. Et je crois qu'en la matière, on pourra dire des choses. Alors après, s'ils veulent passer en force, ça c'est autre chose. Mais si ils sont prêts à écouter, ça c'est pas de l'économie. Parce que moi j'ai toujours été, et là Georges a raison, moi j'ai toujours été, voilà, c'est la filiation Séguin, j'ai toujours été pour une vision sociale. Je sais, mais je le sais. C'est le vrai C'est le vrai. Et ça a été noyé par l'UMP. Ça a été noyé par l'UMP. Ça a été affadi plus que noyé. Alors on va passer à notre deuxième question. Alors bon. Lequel de ces 3 partis a le plus de chances de se remettre de la déroute, selon vous? Les Républicains, le FN, le PS. Lequel a le plus de chances de se... Attendez, c'est pas fini encore, il y a dimanche encore. Vous voulez dire pour la déroute? Ouais, on n'a pas encore bu la calice jusqu'à la lie, comme on dit. Non, je crois que les Républicains s'en remettront. Il faudra un peu de temps, il faudra reconstruire. Ils s'en remettront. Le Parti socialiste, je crois que c'est vraiment une page qui se tourne. Le Front National, ça sera toujours le Front National, qui restera dans ces eaux-là. Et les Républicains s'en remettront de quelle manière? Parce que ce qu'on entend dire, c'est qu'il y a déjà une lutte par avance pour le contrôle du futur groupe. C'est très chaud, le bureau national. Entre constructifs et opposants plus résolus. Moi, Roger, je crois qu'il va y avoir une implosion, notre part. Alors, justement. Voilà. Je pense qu'il va y avoir 2 groupes. Voilà. C'est plus possible. Et voilà, on refait le RPR et l'UDF. Je pense, oui. Oui. Je vois pas comment ça pourrait se terminer autrement. Non, Karoutchi, je ne le souhaite pas, mais c'est la réalité des choses. Mais oui, on est d'accord. Là, on est d'accord. C'est une crainte. C'est pourquoi une crainte en même temps? Attendez, c'est une crainte de se dire, est-ce qu'on restera unis ou pas? Maintenant, attendez. Maintenant, d'abord, soyons clairs, vu ce qu'on espère comme nombre de députés, si on fait en plus 2 groupes, ça va finir au microscope. Bon, donc il faut rester un peu un moment. Bon, deuxième élément, il va y avoir très vite
c'est dans nos statuts, l'élection à la présidence des Républicains, avec probablement 2 lignes, l'une plus à droite, l'autre plus ouverte. Ça veut dire que est-ce que tout le monde peut se dire, sur une ligne plus ouverte, on reste ensemble, ou est-ce qu'on se dit, ça ne peut plus tenir, il faut revenir au RPR, à l'UDF, avec un parti plus national, plus souverainiste, moins europhile, et de l'autre côté, un parti plus libéral, plus europhile et tout. Pourquoi pas? De toute façon, moi, comme d'autres, j'étais dans les membres fondateurs de l'UMP, force est de constater que ça n'a pas élargi, ça a étriqué. Voilà, c'est tout ce que je disais depuis le début. À force de vouloir, justement, ne pas heurter à l'intérieur qui que ce soit. En fait, quand vous prenez le plus petit commun dénominateur, il y a peu de chances que ce soit très porteur. Est-ce qu'il faut en revenir à 2 partis en plus de 2 groupes, alors? Bah oui, évidemment. 2 groupes, ça veut dire 2 partis. Ah, s'il y a 2 partis, il y a 2 groupes. Bah oui, évidemment. Non, les constructifs pourraient avoir une autonomie et rester... Bah oui, mais dans ce cas-là, qu'ils refassent non, mais je vous pose la question. Non, mais toutes les solutions vont être envisagées. Je ne pense pas que ce soit si automatique. Est-ce que, par exemple, moi je pense qu'au Sénat, pour être tout à fait clair, le renouvellement n'est qu'en septembre. Au Sénat, pour le moment, et moi je milite pour ça, quelles que soient les conséquences, nous ne faisons qu'un groupe. Et des jupéistes aux sarkozystes, de ceux qui soutiendraient éventuellement à ceux qui ne veulent pas entendre parler du moins de soutien, tout le monde est à peu près d'accord. fait partie des constructifs quand même. Oui, mais il restera dans le groupe. Faudra qu'on m'explique ce que ça veut dire. Et tout le monde, oui, constructif, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que les autres, c'est quoi? Constructifs, les autres, c'est quoi? C'est des destructeurs. C'est des destructeurs. Destructeurs de quoi? Constructifs, là. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Les constructifs sont ceux qui vont à la soupe. Bravo, c'est très bien, monsieur. Voilà, le plat de lentilles pour l'économie, etc. Moi, on est tout à fait d'accord. On est dans la traîtrise. Moi, j'aime pas la langue de bois. Vous avez bien raison. Pour moi, Édouard Philippe nous a trahis. Bruno Le Maire nous a trahis. Darmanin nous a trahis. Qu'on arrête de parler de constructif. Non, mais vous avez 1000 fois raison. Sauf qu'accordez-moi... Vous voyez pas? Accordez-moi, monsieur Fenech. Applaudissez. Regardez. Bien. Voilà. Mais on n'est pas en meeting, voilà le bon sens populaire. Ah oui, je ne vous dis pas... Je ne vous dis pas le contraire. Je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis simplement que ça a été préparé idéologiquement par 30 ans de jupéisation. C'est tout ce que je vous disais depuis le début de la discussion. Alors, c'est quelque chose de très freudien. Non, mais c'est pas freudien, c'est bon. Et deuxièmement, je vais vous répéter ce que je dis à tous mes invités de droite. Donc, ça ne sera pas une surprise et les téléspectateurs me connaissent. S'il y a 2 groupes, s'il y a de nouveau le RPR et l'UDF, quid du Front National? Je veux dire par là, quid de l'électorat populaire qui est au Front National et qui ne demande, lui, je ne parle pas des chefs, je ne parle pas de Marine Le Pen, je ne parle pas de Philippot, qui eux ont une stratégie à gauche, mais je vous parle de l'électorat populaire à 90%, qui ne demande qu'à s'allier à une droite re-RPérisée. Qu'est-ce que vous faites de ces gens? Pourquoi ne pas tendre la main au Front National, aux électeurs du Front National? Pourquoi cette coupure entre la bourgeoisie conservatrice et l'électorat populaire patriote et conservateur? Ça a été fait, ça. Quand ça a été fait? Pendant la campagne de Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Non, monsieur. Oui, il s'est adressé aux électeurs. Ah, mais il s'est adressé aux électeurs. Et le Front National était tombé à 5%. Oui. Ça a déjà été fait. Bien sûr, et qu'est-ce qu'il a fait? Il faut le faire. Moi aussi, je m'adresse aux électeurs du Front National. Ça marche plus. Ça marche plus parce qu'ils sont cocus, les gens. Sarkozy les a fait cocus. Et ils le s'en souviennent. Et ils le savent qu'avec Sarkozy, et avec les sarkozystes et avec la droite, ils parlent, mais ils ne font jamais rien. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? Vous parlez de quoi? Une alliance, comme le Parti communiste et le Parti socialiste en 72. Jamais été question d'alliance. Mais je sais, c'est pour ça que je repose la question à chaque fois. Parce que je ne pense que vous ne en sortirez pas. Je connais votre position. Mais je sais bien, mais c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de surprise. Vous n'en sortez son souhait. Mais oui, absolument, mais absolument. Parce que sinon, mais pourquoi je dis, excusez-moi, je finis en une phrase. Oui, ma position et mon souhait, parce que je pense que sinon, vous laissez les clés à ce que j'ai appelé ce bloc bourgeois qui gouverne aujourd'hui pour 100 ans. Oui, mais moi je ne suis pas d'accord, Eric, parce que je comprends l'idée de fond. Mais si on reconstruit une droite populaire, vraiment populaire, pas un truc où, comme dirait Georges, on se demande ce qu'en pensent les grandes banques, mais vraiment une droite populaire, d'inspiration gaulo-séguiniste, ce que vous voulez. Bon, si vous reconstruisez ça, les gens qui aujourd'hui votent pour le Front National
par désespoir, Oui, par je suis pas sentiment sûr. que la droite les a abandonnés. Je sais ce que vous allez me dire. Ils reviendront. Eh ben, je suis pas sûr. Ah, bah oui, non mais... Mais parce que moi, je pense que Sarkozy les a tellement déçus que vous en avez pour 50 ans. Oui, mais parce que Sarkozy avait l'UMP ou les Républicains d'aujourd'hui. C'est vrai. Si vous avez une droite populaire reconstruite sur des fondements beaucoup plus populaires, je ne vois pas pourquoi il y aurait changé. C'est un pari, moi je le crois pas, mais c'est un pari. Si on a fait une alliance de partis, vous semblez le dire, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit tous pour le retrait de l'euro. Non, mais ils peuvent fermeture renoncer eux. Des frontières. Mais pourquoi immigration zéro, tout oui, ça. Pourquoi pas l'immigration zéro. Je vous rappelle que c'était le programme du RPA en 90. Zéro, faut être l'immigration réaliste, zéro, Éric Zemmour. l'islam qui n'est pas compatible avec la République et la fin du regroupement familial et du droit du sol. C'était le programme du RPA en 1990. Je sais. Bah, vous l'auriez accompli, on n'en serait pas là. C'est même Juppé parlait comme ça. Absolument. Je vous le fais pas dire. Alors, troisième question. Qui a le plus de légitimité pour diriger les Républicains après les élections? Roger. Laurent Wauquiez, François Bayrou, Xavier Bertrand ou aucun? Ah non, mais zut, il n'y a pas mon nom. Réponse rapide, s'il vous plaît. Il va y avoir une campagne très démocratique au sein des Républicains. C'est une tradition, on s'en souvient. C'est une tradition nouvelle. C'est le. Il y a eu quelques petits. Enfin, non, revenons pas sur le passé. Qui, monsieur quelques Fenech? petits problèmes. Moi, vos beaux yeux bleus. J'avais pas vu ça. Mes beaux yeux bleus. Alors là, je suis désarçonné, là. J'ai rien dit. Ça, alors. Ça, c'est en dessous de la ceinture, monsieur Fenech. Là, c'est un coup. Vas-y, Georges. Très au-dessus. Vas-y, Georges, profite de l'avantage. Ne lâche rien. Anaïs. Mais ça peut se jouer à ça. Hein. Non, mais bon. Non, mais qui soutenait? Là, ils sont effondrés, les deux Éric. Non, ils sont pas contents. Ils n'ont jamais C'est vu pas ça. à vous qu'elle a dit ça. Non. Jaloux. En fait, je vais essayer de garder mon calme. Moi, je soutiendrai Laurent Wauquiez. Wauquiez? Je soutiendrai Laurent Wauquiez. Voilà, je pense que c'est un garçon d'avenir. Je pense qu'il n'a jamais trahi personne. De notre famille politique, j'entends nos idées. Je pense qu'il a gagné une région dans des conditions exceptionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, il représente une vraie espérance pour notre famille politique. Je serai à ses côtés. Je ne peux pas être plus clair. Hein. Non. Et vous, monsieur Karouchi? Alors, dans ce que vous proposez trois noms, dont l'un, François Barouin, a d'ores et déjà dit qu'il ne serait pas candidat et qu'il ne voulait pas diriger la droite. Donc, déjà, un des trois ne compte pas. Je pense qu'en réalité, et c'est pour ça que je ne dirai rien aujourd'hui, qu'en réalité, il y a les deux autres. Laurent Wauquiez, c'est sûr, il est candidat. Xavier Bertrand, pour le moment, ne s'est pas exprimé, mais je suis persuadé qu'il y en aura d'autres. Donc, attendons de savoir, on saura fin juin, début juillet, quel est le véritable casting des candidats. Et à ce moment-là, chacun fera son choix. Mais avant même de connaître les candidats, c'est un peu difficile. Ah, bah, c'était une question de sensibilité. Oui, vous pourriez. Même parmi ceux non, mais en qui tout se sont pas cas, déclarés. vous êtes sur une ligne plus, mais comme Fenech, plus gaulo-séguiniste que Raffarinado, centriste, giscardien. Raffarinado, Oui, Raffarinade. Mais c'est très désagréable. J'aime beaucoup Jean-Pierre Raffarin, je le laisserai pas comme ça humilié. Georges Fenech, une petite question. Si vous êtes battu dimanche, qu'est-ce que vous faites? Bonne question. Dans le Rhône. Si je suis battu dimanche... Vous avez un réservoir de voix, là? D'abord, je pense que je vais gagner, même si ça va être très difficile. Ça s'appelle la remontada, vous savez. Oui. Remontada. C'est Barcelone. Barcelone contre le PSG. Paris Saint-Germain. Vous connaissez les statistiques, ça a marché une fois sur 400. Là. Non, mais simplement, je vous dis, j'éclaire le débat par les statistiques. Vous avez fait 20 et En Marche a fait 39. Je ne peux pas me projeter dans cette hypothèse d'une défaite parce que je pense que je vais quand même y arriver. Mais je continuerai à défendre mes idées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La justice, la moralisation, le putsch, comme dit Éric Zemmour, je continuerai à faire des putschs. Parfait. Merci messieurs, vous restez avec nous car voici notre Emmanuel Macron à nous. En 2 ans, il est devenu notre phare de la pensée, c'est Tanguy Pastureau. C'est excessif là. J'avais tous de beaux yeux très clairs. J'ai honte. Avec mon physique passable. Banal, les yeux marrons. Qu'est-ce qu'on fait, Tanguy, là? Ce que vous voulez. Eh ben, vous nous faites le coup du Pastorius Interruptus, c'est-à-dire qu'on pense que c'est à vous, et en fait, pas du tout, c'est la pub. Absolument. De retour sur le plateau de Zemmour et Nolo. Allez, Tanguy, c'est à vous. Eh
bien, cette semaine, Emmanuel Macron, notre grand timonier, notre espérance folle, notre toy boy qui nous rend aussi hot qu'une chipolata juteuse sur la grille d'un barbecue, s'est rendu au Touquet, alias l'Éden, où il a commis sa première faute de goût. Si ça se trouve, il est humain. Doudoune sans manches et jean qui pense sur mocassin. Quel gâchis! C'est comme de coller un sticker I love la bourboule sur une BMW série 2 cabriolet. Puis il a dit à Brigitte, allez chérie, coup de com', finis ton régime sans sel, on fait du vélo. Leur garde du corps avait signé pour assurer la sécurité de la présidence. Il s'est retrouvé à encadrer le critérium du Pas-de-Calais. Alors au Touquet, c'est la Macron-mania, comme à Dijon, Nancy, la France, l'univers. Dès que la femme de Jupiter est sortie de son trou, la foule a hurlé Brigitte, chose qui s'est produite la dernière fois quand Bardot a montré ses boobs en 1956. Un fan, rien que pour toucher Macron, a même essuyé ses aisselles sur la tête d'un gosse. Acte classé comme maltraitance. Les gens tendent les mains vers lui. Il a la vie d'une paire de seins dans un club échangé. Cette semaine, on a donc voté pour la 37e fois de l'année. Moi, j'y vais tellement que dimanche, l'assesseur m'a dit « Ça va, mon lapin, pour ce soir, j'ai fait des raviolis ». On a vu voter Christophe Castaner, Chris the Pelvis, le seul qui vote comme les top modèles à la Fashion Week quand ils se retrouvent en bout de podium. On a vu Poisson mettre son bulletin dans l'aquarium. La scène a été filmée par Thalassa. Jean Lassalle et un ami, à 7 grammes à 2, ont tenté de trouver la fente de l'urne. Après 4h20 de recherche, Lassalle a voté pour Justin Bridou, donc ça a été compté comme vote nul. NKM est sortie du sien de bureau avec légèreté et grâce. Elle ne marche pas, elle vole. Si elle se paxe avec Castaner et qu'ils nous pondent des petits, à l'âge de 3 mois, les gosses feront la pub The Couples. Patrick Balkany a lui introduit une enveloppe contenant 2000 € en cash par réflexe. Donc là aussi, ça a été compté comme nul. Cette semaine, Jéhovah, frère de Vishnu, qui a travaillé sous le pseudo de Superman avant de choisir celui de Macron, a voté lui aussi. Il s'est retrouvé dans l'isoloir derrière Brigitte, position 34 du Kama Sutra de la République. Normalement à la fin, on grimpe au rideau. Mais pas un slip n'a glissé au sol. Ils sont en couple depuis 23 ans, donc la botte, c'est une fois par mois après le cordon bleu chez Flunch. Au sortir de l'isoloir, Macron a respecté la priorité à droite. C'est le seul à faire ça à pied. Quand quelqu'un lui passe devant, il se met à crier « tut-tut ». Puis, il a croisé une première communiante, la seule à rencontrer Dieu sans passer par monsieur le curé. Macron a aussi ubérisé le christianisme. Enfin, il a embrassé le crâne d'un chauve, comme Laurent Blanc l'a fait à Barthès en 98. Ces références ont 20 ans. Là, en août, il va se mettre à la Macarena avec sa doudoune sans manches. On a élu Tom Cruise. On va se retrouver avec Patrick Chirac à la fête du camping des Flots Bleus. L'horreur. Cette semaine a aussi voté dans le Finistère Richard Ferrand, qui a signé. Il peut parce que c'est le seul à savoir écrire en Centre-Bretagne. Enfin, avec son fils, ils sont deux. François Hollande s'est rendu au bureau de vote de Tulle à pied. C'est le seul en ce moment pour qu'il se mette en marche. C'est juste passé au magasin Bata s'acheter des pompes. Puis il a voté avec son pain en tranches dans la main. Ensuite, il a fait son tiercé, puis s'est mis devant Roland-Garros. Il a la même activité que durant son quinquennat. A aussi voté le petit chaperon rouge qui, juste après, a apporté une galette à sa mamie. Cette semaine, La République En Marche a donc triomphé. Dans 15 jours à l'Assemblée, il n'y aura que des bleubites qui avons été vendeurs d'assurance ou pédiatres. 400 inconnus au Palais Bourbon avant envoyé ça que pour les journées du patrimoine. Seuls 19 candidats REM ont été recalés. 19, dont Dominique Piedfort. C'est con parce que c'est celui qui avait le nom le plus adapté à En Marche. Alors les autres, PS, LR, sont finis. Hamon éliminé. À chaque élection, il perd. Il s'est pris tellement de tôle qu'il va pouvoir construire un abri de jardin. Un dimanche, il s'est effondré sur Madame Martin, la seule dame qui a voté pour lui. Depuis, on l'a fixé avec des tuteurs. Il vit à Jardiland. Alors, il s'est comparé à Sisyphe, héros de la mythologie grecque, mais en fait, c'est juste Jean-Claude Duss, jamais il conclut. Aurélie Filippetti a voté en robe fantaisie, avec des plumes, non pas dans le derrière, mais par-dessus le derrière, tel un pigeon qui serait pris une Fiat Punto. Ça n'a pas suffi. Elle a été éliminée. Jean-Jacques Urvoas, ex-garde des Sceaux, éliminé. 2 mois qui collait ses affiches tout seul dans la cambrousse. Ça lui avait pas mis la puce à l'oreille sur son score. Mathias Fekl, qui a été ministre de l'Intérieur 6 semaines, est éliminé. Alors lui, c'est une étoile filante. Pour le voir passer, il fallait acheter un télescope. Il a fait toute sa carrière en 2 mois et demi. Alors cette semaine à droite, c'est aussi la Bérésina. Barouin est allé soutenir Claude Greff en Amboise. Elle n'a fini que 2e. Le problème des greffes, c'est que souvent ça prend pas. Henri Guénaud
éliminé, a dit que ses électeurs, des bobos et des pétainistes, étaient à vomir. C'est Henri de la Tourette. C'est dommage pour lui, tout ce temps perdu à parler à cette connasse et à boire des coups avec cette grosse bande d'enflures. Ces électeurs interrogés ont répondu à leur tour qu'ils le vomissaient. C'est la semaine du vomi. C'est plus une circonscription, c'est une soirée étudiante où le shit qui tourne a été coupé au savon noir. Cette semaine, la France insoumise a un peu sauvé les meubles. Ont accès au second tour Lionel Desbreuil, s'il se met pas en grève avant dimanche. Marie-Georges Buffet, qui refuse toujours de finir au placard. Christophe Miqueux, le type qu'on a envie de consoler en lui disant que c'est pas la taille qui compte. Et Sarah Legrain, parce qu'il faut en avoir un pour se présenter à En Marche. Alors depuis, la campagne a repris. Florian Philippot s'est fait agresser par un patriote qui lui a planté un drapeau dans le dos. On le voit en train de décéder avec beaucoup de dignité. Richard Ferrand a fait des meetings dans des salles glauques avec de la moquette datant de 72, sapé comme Eric Honecker du temps de la RDA. Mais il est en marche, donc même s'il se tranchait les veines sur scène en chantant du Barbara, il passerait. Steve Briois a fait des bisous à un Yuki. Il sait que dans un groupe de vieux, ce sera toujours le chien qui aura la meilleure haleine. Tandis que NKM, confronté à un chien, a dit « Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette chose, n'est-ce pas ?» Poisson a réuni ses jeunes fans, qu'on appelle les Olympe, en espérant passer dimanche. Ségolène Royal a dit à Alpha Condé, président guinéen, « Lâche pas ma main, bébé, il n'y a plus de PS, Macron m'appelle pas, j'ai plus que toi. » Guénaud, seul, hurle devant sa télé, « Vous allez crever, furoncle, personne ne mérite, je suis Dieu. » Mais il n'y a qu'un Dieu. Macron, qui révolutionne la politique jusqu'à ne plus se placer au niveau de la croupe des vaches, comme ça s'est toujours fait, mais devant la vache. Quelle belle semaine ça a été. Oh, merci Tanguy. Merci Tanguy. Je rappelle à tous vos fans qu'ils peuvent réagir avec le hashtag ZenPP. Merci messieurs d'être passés sur ce plateau. C'est l'heure de notre nouvelle rubrique qui n'aura qu'un seul numéro, qui s'appelle « Mes législatives à moi ». Merci, monsieur. Pour prendre un peu de hauteur, un politologue et un professeur de philosophie, Jérôme Sainte-Marie et Raphaël Enthoven viennent nous rejoindre. Raphaël Enthoven qui s'est récemment agacé de la tournure que prenaient les élections florilèges. La légalité n'est pas un critère de moralité. Et cette difficulté, vous savez, on la retrouve dans l'expression de moralisation de la vie publique, qui est à la fois malhonnête parce qu'elle injecte du droit dans l'action publique et non de la morale, et cynique parce qu'elle donne le sentiment que c'est la morale qui s'impose, alors qu'en réalité, la morale démissionne en recourant aux lois instituées. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. C'est un enfant gâté. Le comportement de l'abstentionniste ne renseigne pas sur la nullité des élus, mais sur celle des électeurs. Voici Raphaël Enthoven et Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir messieurs. Venez, c'est par ici. Ah oui. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. 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 Messieurs, d'abord un petit mot, Raphaël Enthoven, sur vos tweets récents. Vous trouvez que les Français sont dévots? J'ai dit ça, moi? Non. Mais c'est ma question. Ah oui, comme le général. Non, j'avais Vous en êtes pris aux abstentionnistes. Oui, j'en ai marre qu'on leur parle gentiment aux abstentionnistes. Je voulais pointer. Il y a des tas de raisons de s'abstenir. Il y a des raisons idéologiques. Il y a même des gens qui s'abstiennent pour lutter, ce qui est contradictoire. Il y a aussi des gens qui s'abstiennent tout simplement par paresse et qui colorent ensuite cette paresse d'un tout un paquet de raisons nobles. J'aime pas cette mauvaise foi qui consiste à donner des motifs nobles à ce qui relève de l'incapacité de se lever de son canapé. C'est déjà plus nuancé alors, ce que vous dites. C'est plus nuancé que ce qu'on a entendu alors. Camarades, c'est 140 signes, on fait comme on peut dans la nuance. Oui. Un tweet, c'est difficile quand même. Alors, est-ce qu'un philosophe peut s'exprimer en 140 signes du coup? S'il fait des haïkus, oui, c'est pas mon cas, donc je ne suis pas philosophe, j'ai jamais prétendu l'être. Je ne sais pas si vous avez regardé le début de l'émission, mais moi j'analyse une partie de l'abstention comme un acte presque d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui consentent sans vouloir voter pour un libéral parce qu'ils sont d'extrême gauche par exemple, qui consentent au grand chambardement en restant chez eux, en s'abstenant. Voilà. Je pense qu'il y a une forme d'abstention qui est presque une forme d'engagement. Donc c'est pas un engagement, c'est un consentement. Oui. C'est un engagement consentant. Tacite. Oui, ça me semble contradictoire. J'ai l'impression un peu d'une moto dont les roues tourneraient en sens inverse. C'est compliqué, juste pour dire ça. Oui, je vous en prie. Ce qui est compliqué en fait, c'est de considérer que l'abstention est un geste militant, est un geste de lutte. Et tout en se privant des moyens, défendre des droits tout en se privant de son propre droit de vote et en se privant d'élire les gens qui font des lois. Si demain matin, le code du travail était cassé, des tas de gens des tas d'abstentionnistes militants descendraient dans la rue. Ils iraient défendre une loi et pourtant c'est une loi qu'en s'abstenant, ils n'ont pas contribué à établir. Il y a quelque chose de paradoxal. Mais non, mais parce que
excusez-moi, vous avez moins bien compris la logique de la Ve République que les gens. D'accord. Ça me frappe d'ailleurs, parce que les gens, ils sont beaucoup plus intelligents que vous. Oui. Et en tout cas, ils ont compris l'intelligence de la Ve République mieux que vous. Pourquoi ? Ils ont très bien compris que le pouvoir n'était pas à l'Assemblée. Et que quand vous dites ils vont contribuer, ils ne vont pas contribuer à faire les lois, ils savent très bien que les lois ne sont pas faites à l'Assemblée et qu'elles sont faites entre la technocratie au pouvoir en France et l'oligarchie européenne. Vous voulez dire que les gens pensent tous comme vous ? Ah oui, ils pensent ça, les gens. Ils savent très bien que le Parlement ne sert plus à rien. Vous savez, ils ont 50 ans de Ve République. C'est pas seulement l'Europe, hein, vous savez. C'est aussi la Ve République. C'est un mélange des deux. Bon. Deuxièmement, moi, ce qui me frappe dans votre attaque, qui est très intéressante d'ailleurs, c'est que vous oubliez une chose qui est la spécificité sociale et sociologique de cette abstention. C'est que c'est une sociologie populaire. C'est-à-dire que c'est l'électorat des classes populaires qui ne votent pas. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, là aussi, eux aussi sont très intelligents et beaucoup plus rationnels qu'on prétend quand on parle de passion populaire, etc. Il n'y a pas plus rationnel que ce vote des classes populaires et de cette abstention. C'est qu'elles ont compris que le bloc bourgeois avait gagné, qu'il allait leur imposer la politique qu'il avait décidé de leur imposer, que ça fait de toute façon 20 ans que ça dure, voire 30 ans, puisque ce bloc bourgeois gouverne alternativement en se cachant derrière le masque de la droite ou ce masque de la gauche, et qu'ils ont très bien compris que leurs représentants avaient échoué, pour des raisons diverses et variées, Marine Le Pen, voire Mélenchon, et donc ils se retirent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la plèbe se retire sur l'Aventin. Ils ont très bien compris que cette phase politique n'était pas pour eux, et que la bourgeoisie au pouvoir, c'est-à-dire vous, Raphaël Enthoven, cette bourgeoisie urbaine, mondialisée, libérale, ouverte, oui, vous, absolument vous, cette bourgeoisie-là, cette bourgeoisie-là, vous... Évidemment, et tout. C'est ce dont je suis le nom. Exact. En tout cas aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui et maintenant. Multinationale dont je suis. En tout cas aujourd'hui et maintenant. Est-ce que je peux vous répondre du haut de mon mondialisme ardent. 2 points très simples en fait. D'abord, toute conquête sociale, on peut remonter au congé payé, je veux dire, qui a été précédé par des grèves, mais enfin toute conquête sociale a pris la forme d'une loi. C'est comme ça. Suivi par des grèves, justement. Précédé. La victoire du Front populaire, a été suivie par des grèves, et les grèves ont donné le jour au congé payé et à la semaine de 40 heures qui n'était pas dans le programme du Front populaire. De la nécessité de lutter. La lutte est une condition nécessaire à l'obtention de droits. Nécessité nécessaire, mais non suffisante. Ce que je veux dire ici, c'est que lutter sans voter, c'est se priver ensuite du point d'aboutissement de la lutte. Maurice Thorez lui-même, quand les congés payés ont été accordés, a déclaré qu'il fallait savoir arrêter une grève quand on avait obtenu satisfaction. C'était le premier secrétaire du Parti communiste. C'est pas innocent de dire ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne suis pas, alors, moins expert que vous, naturellement, moins intelligent aussi, mais non. J'ai parlé de l'intelligence du peuple, moi. Et c'est donc vous le peuple. Non, c'est pas moi. Moi, je suis la bourgeoisie mondialisée, vous êtes le peuple. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, je préfère dans ce sens-là. Voilà, bien sûr. Enfin, c'est une définition que vous lui donnez, mais le deuxième point, c'est je laisse de côté la sociologie des abstentionnistes. Il y a de tout dans les abstentionnistes. En revanche, ce qui me frappe avec les abstentionnistes, c'est que l'abstention, bien souvent, comme souvent dans la vie d'ailleurs, est une décision qui précède la délibération. Ce que je veux dire, c'est que celui qui s'abstient, bien souvent, il a décidé de s'abstenir. Et il trouve opportunément dans le paysage politique des tas de raisons de justifier le geste qu'il a déjà pris. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Qui veut boire de l'alcool met la main sur une ordonnance qui le lui prescrit à point nommé. Qui veut s'abstenir aura 1000 occasions de dauber sur le corps politique pour dire que décidément ces gens-là ne méritent pas leur Jérôme Sainte-Marie. Oui, moi je tenais un propos un peu suicidaire pour un sondeur, mais moi ce qui m'étonne le plus, si vous voulez, c'est depuis toujours, c'est pas que les gens s'abstiennent, c'est que les gens aillent voter. En réalité, je pense qu'il faut complètement renverser la perspective, parce que c'est pas un acte du tout naturel que d'aller abdiquer une fois tous les 5 ans sa liberté pour la transférer à quelqu'un d'autre. Au fond, c'est une manifestation de consentement et d'abandon de liberté. Et après, d'ailleurs, l'exemple du vote du Front populaire le montre bien. Autant, si vous voulez, les catégories populaires, en faisant grève, ont imposé des réformes que Léon Blum ne voulait pas. Et encore, on les a payés avec la monnaie de singe, puisqu'on leur a donné des congés payés qu'ils ne réclamaient pas. Ils voulaient bien davantage que cela. Et ensuite, ils ont vu leur assemblée du Front populaire, mais ça, Éric Zemmour en a souvent parlé, voter des lois et jusqu'en 1940 avoir un comportement, disons, inattendu par rapport à ce qu'était l'intention, sans doute, de ceux qui les avaient choisis. Je voudrais dire par ailleurs que
quel que soit le jugement de valeur qu'on porte sur les abstentionnistes, et quelle que soit leur intention, qu'on connaît mal en réalité. Parce que comme c'est quelque chose qui est réprouvé, même dans les sondages, quand on demande aux gens pourquoi, parfois ils nous disent que j'avais pas le candidat que je voulais. Bon, il y avait 14 candidats en moyenne par circonscription, sincèrement, c'était pas le problème de l'abondance du choix qui se posait. Mais quelle que soit leur intention, ils ont gagné. Ils ont gagné le fait que, ils ne le savaient pas, mais le fait qu'on ait eu 51% d'abstention aux élections législatives a été le premier problème politique rencontré par le nouveau pouvoir. Quoi qu'il fasse aujourd'hui, quoi que fasse l'Assemblée nationale, quelle que soit la hauteur du succès très probable évidemment de la République en marche, il y aura toujours cette tâche indélébile, 51% d'abstention. Et encore, on ne parle pas des votes blancs et des non-inscrits. La sociologie des abstentionnistes, elle est tout à fait régulière et là, elle est simplement accentuée, c'est-à-dire que plus on est jeune, plus on est précarisé, plus on appartient aux catégories populaires, plus on est urbain, et plus effectivement on s'abstient. Donc, oui, ça ne veut pas dire. Le fait qu'il y ait une sociologie particulière ne signifie pas en soi qu'ils aient raison. Vous voyez non, je ne sais pas qu'ils aient raison. J'ai d'expliquer leur comportement sur leur sociologie. Pardon, mais c'est infiniment réducteur. Vous privez même les gens d'un libre arbitre. Vous faites comme s'ils se conduisaient exactement comme leur classe leur commande de le faire. Non seulement c'est une sociologie disparate, mais en plus, les gestes en eux-mêmes ne sont pas réductibles à la sociologie de quelqu'un. Faites droit aux électeurs de ne pas être réductibles à leurs conditions de vie dans un choix qui lui est souverain. Mais sauf qu'à force de refuser le lien entre un individu et sa sociologie, on ne comprend plus rien. Je refuse pas. Je dis que c'est un des éléments, pas le seul. On ne comprend plus rien. On tombe dans un individualisme psychologisant qui ne comprend rien. Je ne refuse pas. C'est l'esprit de système qui me gêne. C'est l'esprit de système. C'est le sentiment de savoir. C'est quand même intéressant de voir que la sociologie est très déterminée. Qu'elle, d'ailleurs, elle a une logique depuis 30 ans. Elle est plurielle. Messieurs, on ne va pas tomber d'accord parce que Zemmour ne croit pas à l'individu. Donc je vous propose on n'a pas le temps de régler cette. On est d'accord. Moi, je ne crois en rien. C'est parfait. Si, vous croyez à beaucoup de choses. Vous croyez notamment à une nouvelle définition des clivages. En effet, gauche-droite, ça s'est un peu estompé, en tout cas ça s'est redéfini. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que vous dites parmi ces clivages, un qui vous paraît opérant, c'est ouvert-fermé. Oui, c'est un clivage qu'on trouve dans les deux sources de la morale et de la religion. C'est le dernier texte de Bergson, c'est en 32, il écrit ça. Il parle d'une pensée close et d'une pensée ouverte. Et il me semble que ce qu'il en dit, on ne va pas entrer dans le détail maintenant, mais ce qu'il en dit s'applique, à mon avis, à la façon dont le paysage politique s'est redessiné dès 1992, c'est-à-dire dès le débat sur 92. Ah, le Maastricht. Dès le débat sur le traité de Maastricht. Je pense pour le coup qu'on sera d'accord. Absolument. On sera peut-être pas du même côté. Non, mais on est d'accord. La lecture. On a vu en 92 ce phénomène très étrange à l'époque où on voyait Chevènement et De Villiers côte à côte lutter pour la même chose. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que on voyait Bérégovoy et Giscard sur une même tribune. Voilà. Et à l'époque, c'était incroyable. C'était tout à fait étonnant parce que l'ombre portée d'une vieille manie droite-gauche venait recouvrir encore un clivage qui était émergent. Il y a eu la même chose en 2005, accentuée, où on retrouvait des mêmes tribunes étranges comme ça. Et il me semble, moi, que cette élection, l'élection de 2017, ratifie le paysage politique à 25 ans de retard sur le paysage idéologique, mais ratifie un bouleversement profond qui oppose désormais, me semble-t-il, plus que la gauche et la droite, les libéraux et les patriotes, disons les mondialistes et les patriotes si on est patriote, et les libéraux et les nationalistes si on est macroniste. Moi je suis pas d'accord, j'ai une lecture beaucoup plus prosaïque. Il se trouve que les gens votent beaucoup, non pas ouvert-fermé, mais en fonction du fait qu'ils ont intérêt ou pas à l'ouverture, à un monde ouvert. Est-ce que ça va aller mieux? C'est la rationalité dont je parlais. Oui, moi je trouve ça beaucoup plus rationnel. C'est pas du tout des grandes idées politiques. Mais les deux ne sont pas incompatibles. C'est pas incompatible. Mais on peut avoir une rationalité de son choix et finalement avoir une logique idéologique. Non, parce que ouverture, fermeture, il y a quelque chose de positif dans ouverture, il y a quelque chose de négatif. C'est le discours macronien. Mais c'est vous qui mettez du sens derrière ces mots. Ouverture, fermeture. Mais pardon, ce sont deux façons de penser. Ce sont deux façons de penser. Les gens ont parfaitement le droit de penser qu'en érigeant des murs ou en fermant les frontières, ils sont plus protégés. Oui, j'ai le droit. Ils ont le droit. Ils ont le droit, mais reconnaissez que c'est ridiculisé et ostracisé par le discours dominant des élites. Accordez-moi aussi. Moi, je suis d'accord. Il y a un énorme problème. Si, il y a un discours dominant. Il y a un discours dominant. Mais oui, quand même, arrêtez. On fait assez de médias les uns et les autres pour savoir ce que l'on entend. Et justement, là-dessus... Je ne connais que des exceptions au discours dominant. Non. Bon, d'accord, si vous le dites, c'est que c'est... Le problème... Là, oui, non, franchement. Mais le problème, c'est les mots... Là, vous avez raison, d'accord. Merci. Mais les mots ont de l'importance quand même. Comment peut-on avoir recours à des mots, ça a été dit, aussi connotés et aussi psychologisants que ouvert et fermé? Parce que ces mots-là, c'est pas en train de dire les gens sont favorables au libre-échange ou pas. Ça, effectivement, c'est neutre. Mais ils sont ouverts ou fermés. Ils sont sympas ou ils sont obtus.
Parce qu'en fait, c'est ça qu'on C'est ce que est en je train de dire. absolument. Et donc, c'est une forme de diabolisation de fait de catégories entières de la population. Moi, je me réjouis énormément de ce qui se passe en réalité, parce que quand vous disiez qu'il y a toujours le bloc bourgeois qui a dirigé, c'est pas tout à fait vrai. J'ai dit le bloc technocratique, qui a dirigé dans chacun des partis. Sauf que les blocs qui étaient au pouvoir, la gauche et la droite, étaient obligés de faire des alliances avec et d'intégrer quand même pour des masses de salariés notamment et de gens relativement modestes. Ces forces se sont tellement affaiblies qu'elles sont obligées de s'unir aujourd'hui. Parce qu'en fait, cette réunion magique et enthousiasmante qu'est le macronisme, eh bien, se fait sur la moitié de la population. Évidemment. Elle tente de se faire sur la moitié de la population. Mais on a d'immenses cohortes de gens qui sont à l'extérieur, qui d'ailleurs ça aurait été le cas dans toutes les conditions. Se sont abstenus massivement. Et aujourd'hui, on a pour la première fois les clivages sociaux, les clivages politiques et culturels. Là, on est d'accord. Qui se mettent il y avait autant de gens du peuple qui ont voté Macron que de gens du peuple qui ont voté Hillary Clinton. C'est la même chose. Arrêtez de. Enfin, qu'est-ce que vous avez attendez. On peut pas les gens du. Qu'est-ce que vous appelez les gens du peuple? Non, mais ce que vous appelez les gens du peuple, ce que vous appelez les classes populaires. Ah, d'accord. Bien sûr, ce que vous appelez les classes populaires ont voté Macron. Autant qu'en face, bien sûr, comme il y avait des gens riches, aisés, des classes bourgeoises. Non. Ah non, excusez-moi. Là, on peut pas. Là, les. Non, je suis désolé, non. Vous ne pouvez pas réduire un vote à sa sociologie de cette façon-là. Mais là, on parle de sociologie. Si, on peut réduire un vote à sa sociologie. Le peuple, tout le monde appartient au peuple. Ah oui, absolument. La question n'est pas là. Mais non, pas des catégories. C'est pour ça que je vous ai demandé, peuple ou classe populaire, c'est pas la même chose. On va introduire une nuance. La notion de peuple est une notion très confuse et qu'on emploie indifféremment. Tantôt en lui donnant un sens tout à fait précis, tantôt en désignant l'ensemble du corps électoral. Le peuple, parfois, c'est le tout. L'ensemble. C'est normal, c'est l'ambivalence depuis le début. Vous savez, ça remonte à Marx. Et le peuple, parfois, c'est la masse, comme on dit. Voilà. Et donc, on donne une définition à ce qu'on appelle plus restrictive. Ce qui a donné des tas de candidats du peuple qui n'étaient pas candidats du même peuple. Alors, d'accord. Bon, alors, donc, vous m'accordez que les classes populaires n'ont pas voté Macron. Que l'électorat de Macron, au premier tour, on le connaît. On le connaît. C'est l'électorat des villes. Mais demandez au sondeur. Vous avez de tout dans 65% des lecteurs. Non, on parle pas de 65%, on parle de 24%. Antoven et Zemmour, la parole à quelqu'un qui sait. 24%. Oui, en l'occurrence, il va nous éclairer. On est d'accord. Après la question. Je parle du 24%, moi. Je parle pas du 66%. Si on accepte, si vous voulez, même philosophiquement, le fait de dire que les gens appartiennent à des catégories sociales. En l'occurrence, nous, c'est l'INSEE. C'est pas des classes sociales au sens strict, mais enfin, c'est lié à la profession actuelle ou ancienne de la personne. Et on regarde un peu comment ces gens-là ont voté. Et effectivement, alors moi, pour pousser le bout de tronc un peu loin par la campagne, j'avais parlé du vote de classe, parce que là, c'est une notion qui est effectivement interprétative, mais au niveau de la notion descriptive, on a de fait rarement observé dans une élection présidentielle, on l'avait observé lors des référendums, effectivement en 92 et en 2005, mais on a rarement observé dans une élection présidentielle, en tout cas celle que j'ai connue, il faut peut-être remonter aux années 70 pour voir ça, eh bien un tel déterminisme du vote par la catégorie sociale d'appartenance. Effectivement, plus... Alors, ce sont uniquement des régularités statistiques. Il y a évidemment, on connaît tous des exceptions innombrables. Mais innombrables, non. Mais innombrables. Pas innombrables, mais non significatives. Non, justement, non. Elles sont pas innombrables, mais non significatives. Ce qu'on peut, par contre, ce qui n'est pas innombrable, c'est qu'on peut mesurer, effectivement, c'est de voir la composition sociologique des électorats. Et on voit bien que plus on était détenteur d'un patrimoine, quel qu'il soit d'ailleurs, patrimoine culturel ou absolument. Patrimoine financier, immobilier, etc., eh bien, plus on votait pour Macron, et si on était plus âgé, pour Fillon. Évidemment. Et inversement, plus on était effectivement... D'ailleurs, il y a aussi une variable d'âge, contrairement aux apparences, plus on était âgé et plus on votait pour Macron. Et plus on vote pour La République En Marche. Ça, c'est pas tout à fait l'image projetée, mais les gens sont pas fous, ils voient bien qu'est-ce qui fera fructifier leur petit capital. Alors maintenant, aller plus loin. Tout ça est rationnel. Il y a ce clivage ouvert-fermé, gardons-le pour le moment. Qu'est-ce qu'on dit à ces Français qu'on dit partisans de la fermeture, ce qui est quand même, je le répète, une manière de stigmatiser. On leur dit, mesdames et messieurs, il faut vous ouvrir. Stigmatise personne. C'est ce que leur disent les élites. C'est une réflexion qui porte, à mon avis, en tout cas, sur la question du libre arbitre. Est-ce qu'on est libre quand on est l'origine de ses actes? Est-ce qu'on n'est jamais l'origine de ses actes? Au XVIIe siècle, les gens discutaient comme ça et se disaient, voilà, est-ce que je suis l'origine de tous mes actes? Alors vous aviez ceux qui disaient, oui, j'ai un libre arbitre, ou Descartes. Il y avait d'autres, Spinoza par exemple, qui disaient que l'illusion que j'ai d'être l'origine de mes actes, c'est en fait l'ensemble des causes qui me portent à agir. C'était la naissance des déterminations. Ça a donné le marxisme ensuite, ça a donné les déterminations économiques, etc. Et c'est un débat aujourd'hui qu'on retrouve sur cette question de l'ouvert et du fermé. Ce que j'appelle fermé, en l'occurrence, c'est le sentiment qu'en se fermant,
précisément, on est plus fort. Et qu'on est plus souverain, c'est-à-dire on a une souveraineté. C'est-à-dire qu'en revendiquant sa souveraineté, on devient souverain. L'argument des adversaires de la souveraineté est de dire qu'on n'est jamais autant manipulé ni au gré de tous les vents que quand on se prend pour l'origine de ses actes et quand on se prend pour un pays souverain, on est plus fort à l'intérieur d'un ensemble européen. Et en fait, ce vieux débat du XVIIe sur la question de savoir comment on est libre est un débat qui aujourd'hui se pose à l'échelle d'un pays, c'est-à-dire d'un continent. La France est-elle plus ou moins libre en étant seule ou bien en étant intégrée dans un ensemble plus vaste? Ça n'est que là, on ne fait que revisiter ce débat qui porte sur la question de la liberté. Et c'est en cela qu'il n'y avait aucun jugement de valeur derrière l'idée d'ouverture ou de fermeture. Je peux tout à fait concevoir qu'en se fermant sur soi ou qu'en introduisant des frontières, on se sente plus libre. Il se peut aussi, il y a des contre-arguments à cela. C'est pas libre, c'est protéger. Oui, monsieur Enthoven, pas la surtout liberté, que c'est la protection. Votre argument, il ne vous... Je suis très content. Oui. Je me méfie parce que maintenant, quand j'appelle les gens par leur nom, ils se vexent. Donc je dis monsieur. C'est notre premier échange, camarade. Voilà, vous voyez. Allez-y. Vous limitez cette question à la question de l'Europe. Je pense qu'il faut pas la limiter. Je répondais là-dessus. Oui, non, mais je pense qu'il faut pas la limiter à la question de l'Europe. Ce n'est pas seulement la question de l'Europe. Je pense, moi, personnellement, que la question fondamentale n'est pas la question de l'Europe, qu'elle compte évidemment. Je pense que la question fondamentale est la question de l'identité. Et que aujourd'hui, nous sommes face à une question identitaire majeure que les élites veulent occulter. D'ailleurs, la campagne n'a pas tourné autour de ça et c'est volontaire. Les médias l'ont voulu, les candidats l'ont voulu, les élites l'ont voulu. Il y a une volonté d'occultation je vous assure. Comment expliquez-vous que même chez Macron, je l'ai vécu de près. Que même chez Macron, il y ait un tropisme péguiste, une histoire de France éternelle, des références à Jeanne d'Arc. C'est très important aussi. Même chez lui, il y avait ça. Il y avait cette dimension-là. C'est-à-dire que non seulement la question identitaire n'était pas occultée, mais elle était même au cœur du débat. Pour le coup, on pouvait s'en réjouir. On peut regretter qu'il ait été moins question d'écologie ou d'Europe d'ailleurs, mais enfin, la question identitaire, elle a été niée complètement. Même Marine Le Pen ne l'a... Mais oui. C'est par exemple moi ce que je vais reprocher. Faut-il que cette question vous obsède pour que vous pensiez que Marine Le Pen n'en a pas parlé pendant la campagne? Pas du tout. Marine Le Pen n'en a pas parlé. Elle en a parlé mal et très peu. Bon, pardon. Et je sais que vous êtes pas journaliste, mais enfin quand même. Excusez-moi, Raphaël Enthoven, accordez-moi que tout son problème justement, et c'est que je pense que ses électeurs lui ont fait payer entre autres, c'est qu'elle a voulu centrer sa campagne sur l'euro et sur l'Europe, et que je répète qu'elle n'a pas parlé d'identité. Mais centrer sa campagne sur la dénonciation d'une monnaie commune, c'était précisément un enjeu identitaire. Pas du tout. Pas du tout. Le franc, c'était pas un enjeu identitaire. Pas du tout. La monnaie n'est pas une identité. La monnaie est un moyen de souveraineté. Ça n'a rien à voir. Zemmour, on va. Excusez-moi, on a le droit de débattre. On avait encore plein de questions sur faut-il obliger les gens à voter comme en Belgique, sur faut-il réformer le mode de scrutin. La réponse est non, en tout cas. Alors, la réponse est non. Vous moi, je pense, oui, je suis assez... Il faut obliger les... D'une certaine manière, c'est vraiment un oxymore et j'accepte la contradiction, évidemment, mais Rousseau dit on forcera les gens à être libres. C'est une phrase que je déteste en général, mais en l'occurrence, quand l'abstention atteint 52% et qu'en plus ceux qui s'abstiennent ont bonne conscience et ne supportent pas qu'on le leur reproche, une petite amende me gênerait pas. J'aurais l'impression qu'on tombe en dictature si on le faisait. Voilà. Non, à titre expérimental, moi je suis pour. Essayez. Allez, pour essayer. Et ensuite, on aurait pu parler aussi de la réforme du mode de scrutin. Il a dit n'importe quoi. Oui, je maintiens. C'est pas juste. C'est n'importe quoi, je maintiens. Alors vous reviendrez pour un deuxième duel. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. Raphaël Enthoven, vous restez avec nous, car c'est maintenant l'heure du bonus. Merci. Il y avait Bowie comme Bowie, il y aura désormais Guénaud comme Guénaud. Dimanche soir, la défaite avait pour l'impétueux homme du Sud un goût vraiment amer. L'électorat qui a voté dans la deuxième circonscription de Paris aujourd'hui, dans le 6e arrondissement, le 5e et une partie du 7e, est à mes yeux à vomir. Vous m'entendez bien, c'est-à-dire espèce de entre les bobos d'un côté qui sont dans l'entre-soi, dans le. Les mots que vous employez sont très très durs ce soir. Oui, mais bien sûr, mais maintenant je suis libre, donc voilà. Puis espèce de bourgeoisie traditionnelle de droite, c'est celle qui va à la messe, qui envoie ses enfants au catéchisme, puis après qui vote pour un type qui pendant 30 ans s'est arrangé, a triché par tous les moyens. Bon, un peu péténiste, vous savez tous ces gens là qui ont voté à la primaire de la droite. Voici Henri Guénaud. Bonsoir. On vous a mis la musique de Rage Against the Machine parce qu'on s'est dit que vous étiez un peu en rage contre le système.
Que ça vous ferait du Non, bien? pas en rage du tout, mais... Alors, dites donc. Je suis content de pouvoir être sincère, et de temps en temps... Alors, vous avez... La vérité n'est pas bonne à dire, mais de temps en temps, c'est... Quand même, vous avez annoncé votre défaite aux législatives, après votre défaite aux législatives, votre retrait de la vie politique, en des termes peu amènes. Hein. Oui, peu amène, oui, ce n'est pas fait pour être aimable. Peu amène. Et selon vous, la droite est complètement vide de sens et d'essence. Cela dit, c'est pas complètement en contradiction avec ce qu'ont dit nos deux amis Fenech et... Mais c'est ce qu'on a dit. Alors, est-ce une raison pour se mettre dans une telle colère? J'étais pas du tout en colère. Ah bon, qu'est-ce que ça doit être, comparer les émissions dans lesquelles je me mets en colère. Non, c'est la vérité que j'avais envie de... Enfin, ma vérité, j'avais envie de la dire, voilà. Pétiniste à vomir et tout ça. Oui, alors d'accord, très bien. Si quelque chose vous donne envie de vomir, ça me donne envie de vomir. Monsieur Guénaud, le problème, c'est le contexte. Parce que si ce soir-là, vous aviez été élu au premier tour, vous auriez trouvé que ces gens-là étaient tout à fait fréquentables et même charmants. Mais c'est quelque chose qui va pas. Dans le moment, ça va pas. Si les pétainistes étaient allés à Londres, je les aurais trouvés courageux, pas pétainistes. Non, là, vous biaisez. Voilà. Non, pas du tout. Vous aviez été circonscription de Londres. Oui. Non, mais c'est ça qui va pas. Si vous l'aviez dit avant... Parce que j'ai rien dit avant. Oui, mais vous avez quand même été vous présenter, donc et alors on a l'impression que vous êtes mauvais joueur, mauvais perdant. C'est pas la cour de récréation. Hein, je suis pas ni mauvais joueur ni mauvais perdant. Moi, je joue pas dans cette histoire. Je suis allé au bout de. Oui, non, mais cassez pas les tables non plus. C'est pas bien. C'est du mauvais matériel. C'est du mauvais matériel. Tout est piégé. Fait rapidement. Je suis dans une cour de récréation. Je joue pas du tout. Je tire la leçon finale de 30 ans d'engagement politique et de ce qui s'est passé, notamment avec ma famille politique et avec son électorat. Voilà, c'est pas. Qu'est-ce que voulez-vous? Moi, je suis rentré dans une famille politique qui avait un socle sociologique, touchait les classes populaires. On revient à la discussion de tout à l'heure. Bien sûr, je vous ai entendu. Mais oui, évidemment. D'abord, il y avait des gens dedans qui, évidemment, n'avaient pas la même valeur que ceux qui sont responsables aujourd'hui, a fortiori, en ce moment, des Républicains. Bon, ils s'appelaient Mesmer, Guéna, Debré, Chaban, vous imaginez, Guichard, etc. Et puis, il y avait la Suisse, il y avait des Pasqua, il y avait des Séguin, enfin, des personnages qui aimaient leur pays, qui étaient prêts à lui sacrifier quelque chose. Il y en a plus? Et puis, là, à la tête des Républicains, si vous en trouvez aujourd'hui ce matin, là, sans vouloir être désagréable, NKN a dit que hein, justement vous étiez le symptôme du vieille droite qui se délite. Oui, elle est le symptôme de quoi? De quoi? De l'air du temps, des bobos. Enfin, voilà, elle a le droit. Elle vend pas mal. Elle va en crever, tout mais ne vous inquiétez pas, vous verrez son cadavre dimanche. Hein. Voilà, mais ça, je sais. Mais évidemment. Évidemment qu'elle a perdu. Oui, elle a perdu, mais le problème n'est pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas tranché, on n'a toujours pas tranché entre deux types de droite, même si j'aime pas ces mots, c'est-à-dire une droite qui, au fond, ne pense qu'à ses intérêts sous couvert de boboïsme pour les uns ou de moralisme pour les autres. Ouais, les gens qui vont défiler contre le mariage et puis qui après votent pour des gens qui sont pour la PMA pour tous, uniquement parce que enfin, on va mettre au travail ces feignants d'ouvriers, on va. Mais qu'est-ce que vient faire Pétain là-dedans? C'est ça, toujours pas comprendre. Le Pétain, c'est pas compliqué. D'abord, c'est une vieille histoire chez les gaullistes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une disposition d'esprit, le pétainisme. Voilà, disposition d'esprit, c'est des petits arrangements, ça vaut mieux que tout le reste, pourvu que mes petits intérêts soient préservés. Voilà. Mais ça dépasse le cas de Pétain quand même. Oui. Non, c'est pas. Je parle pas de Pétain, je parle des pétainistes, du pétainisme. Voilà, c'est des gens qui vont à Vichy. Pourquoi ils sont pas fascistes? Ça s'arrête. N'importe quel prix, on s'en fiche. Ils veulent que ça s'arrête. J'ai déjà raconté cette histoire. Vous savez, c'est cette histoire d'un jeune lieutenant en 1940 qui arrive près d'un village dans le nord au moment de l'offensive allemande avec son peloton de chars et puis il trouve devant lui la route barrée par le conseil municipal avec l'écharpe et le maire qui dit alors il s'arrête évidemment et le maire dit mon lieutenant, vous pourriez pas aller passer un peu plus loin, ça veut dire aller jouer un peu plus loin parce que le village est tout près, on sait jamais, il pourrait y avoir des combats. Voilà. Ils étaient pas méchants, ils pensaient même faire bien, mais voilà, c'est ça le pétainisme, c'est une espèce de renoncement, de tous les petits arrangements pour préserver son petit confort. Et bien c'est exactement ça. Bon, et comme on a perdu, comme la droite républicaine du centre depuis qu'elle a abandonné le gaullisme, ou comme dit l'un de vos collègues, le surmoi gaulliste, mais il a parfaitement raison, qui entraînait toutes ces droites finalement vers quelque chose d'un peu plus digne d'ailleurs que ce qu'elles sont naturellement. Et bien il reste plus qu'un socle
sociologique très étroit de gens qui n'ont rien à faire de la nation, qui n'ont rien à faire des autres, et qui finalement n'ont rien à faire même des préceptes moraux dont ils se réclament, qu'ils portent en bandoulière. Mais vous allez chercher à obtenir leur suffrage. Vous connaissiez ça alors? Et alors, vous savez, d'abord, je ne confonds pas le peuple avec ces gens-là, le peuple français. Deuxièmement, le peuple, il a toujours le dernier mot, il n'a pas toujours raison. Est-ce qu'on peut le dire? Raphaël Antoven, attendez, c'est bon. Je veux dire, Raphaël quant à Antoven l'histoire du vomi, j'ai fini par trouver quand même la réponse. Donc, à part il y a les bobos, dont je préfère narcissiques, et puis il y a cette frange d'électeurs hypocrites qui vont à la messe puis qui après votent pour le plus malhonnête. Mais il devrait d'ailleurs, au lieu de s'offusquer, il devrait relire les Saintes Écritures. Vous savez, Alors, Raphaël Antoven. Saint-Jean. C'est l'Apocalypse. Voilà, parce que vous êtes tiède. C'est l'Apocalypse, c'est juste après l'émission. C'est aussi l'apôtre préféré du Christ, parce que vous êtes un tiède, je vous vomirai par la bouche, c'est pas de moi. Voilà. C'était une référence biblique. Oui. Subliminal. Génial. Non mais ça s'adressait à ces gens. Moi je trouve sans aménité pétainisme un mot un peu fort pour désigner des petits compromis, des petits arrangements, des petits égoïsmes. Quand on parlait de pétainisme horizontal en France, c'est une expression d'abord. Vous n'avez pas toujours tort, Raphaël Antoven, c'est bien. Magnifique. Si vous voulez dire qu'il vous arrive d'être d'accord avec moi, c'est ça. Dans ce sens-là d'ailleurs. Je trouve le pétainisme horizontal, c'est une expression inventée par Bernard-Henri Lévy dans l'idéologie française que lui a piqué ensuite Alain Badiou. Je l'appliquerai de la même façon. Mais justement, il me semble que et BHL et Badiou, pour le coup, qui le lui a emprunté, avaient donné à cette définition une ampleur qui correspondait davantage à une option idéologique plutôt qu'à des petits compromis. Ce que je trouve un peu léger, en fait. Je trouve l'emploi de ce mot un peu léger, donc un peu lourd, du coup. Et puis, si vous regardez l'histoire, l'autre point, c'est que quand vraiment des petits compromis. D'accord. Ils n'étaient pas tous fascistes. Enlevé promis. Ils n'étaient pas tous fascistes, les gens qui ont accepté la collaboration. Ce que je veux dire, c'est que quand vous étiez dans le paysage politique, donc, vous incarniez une geste malrussienne, comme on dit, de Malraux. C'est-à-dire, il y avait quelque chose d'un petit peu flambant, comme ça, flamboyant, ou qui voulait en tout cas mettre de la noblesse dans le jeu politique. Et le sentiment que vous donnez à ceux qui pouvaient être sensibles à cette façon de faire, en déclarant après coup que ceux dont vous briguiez les suffrages étaient en fait à vomir parce qu'ils vous les ont pas donnés, donne un peu, je finis ça, donne rétroactivement quand même le sentiment d'une immense imposture ou d'une immense posture, plus exactement, qui s'estompe à la seconde où un égoïsme, en l'occurrence le vôtre, a été déçu. C'est ça qui me chiffonne, parce que en termes même d'adhésion à un projet politique, quelqu'un qui entend ça, quelqu'un qui, non, je finis après vous m'interrompez, quelqu'un qui commence, quelqu'un qui adhère à une position politique et qui ensuite entend son représentant lui dire « t'es à vomir parce que t'as pas voté pour moi », celui-là se détourne durablement de la politique et je regrette que vous soyez l'artisan de ça. Non, mais d'abord, pardon, mais arrêtez avec les jugements moraux. Il n'y a pas de morale là-dedans. Si. Ah non, il n'y a aucune morale. Faites ce que vous voulez, il n'y a aucune morale. Posture, imposture. Non, mais vous, il n'y a jamais de morale. Fermeture, ouverture, il n'y a pas de morale. Je vous ai écouté. Non, c'est posture. Non, si vous fermez votre porte à clé, vous n'interdisez pas aux gens d'y entrer. Posture, imposture, c'est pas de la morale. Que les gens aient l'impression d'une imposture ou d'une posture. Non, mais les gens, ça va. Les gens, ça va. Ah, les gens, ça va. Non, d'accord. Ne parlons pas des gens. Ne parlez pas, non. Moi, je reçois plus de messages gentils après ce que j'ai dit que de messages méchants. Eh oui. Oui, voyez-vous. C'est très intéressant. Je confonds pas non plus. Le dégueulis n'est pas ingrat. De quoi? Non, il est dans les Saintes Écritures. C'est ça. Ah voilà, c'est ça. Ça tout s'explique. Oui, donc, voilà. Si je peux. Allez-y, répondez. D'abord, vous pouvez pas me reprocher d'avoir rien dit depuis des années. Justement. Y compris pendant la campagne présidentielle. Ah oui, vous êtes venu ici le dire. Oui, mais je l'ai dit. Moi, j'ai pris mes risques, j'ai pris mes responsabilités. C'est pas le cas de tout le monde. Comment vous voulez appeler? Alors, prenons les responsables politiques, ceux qui crachaient sur Fillon, puis sont ralliés à Fillon, puis après on dit il faut qu'ils partent. Ils sont eux-mêmes partis, puis ils sont revenus, et puis maintenant ils nous disent c'était un mauvais candidat, et puis finalement c'était un mauvais programme, et puis maintenant ils sont en marche, et puis ils sont dans l'opposition, mais ils vont voter la confiance. Enfin, vous appelez comment? Et vous appelez comment les gens diplômés, évolués, confortablement installés dans la vie, qui votent quand même pour eux? Vous appelez comment? Ben voilà, moi je les appelle comme. Moi je dis, ça me donne envie de vomir. Attendez, voilà. Henri Guénaud. Et si ça plaît pas, c'est pareil. Attendez, Henri Guénaud, il y a quelque chose qui me gêne. Je suis pour une fois. Attendez. Gênez-vous. Non, mais au-delà de l'histoire de pétainisme, je suis d'accord. Je pense que c'est. En plus, je pense entre vous et moi que c'est une référence surannée et que ça ne fonctionne plus. Mais peu importe. C'est pas ça l'essentiel de mon propos. L'essentiel de mon propos, c'est de vous dire.
quand le général de Gaulle revient au pouvoir, puisque vous prenez toujours référence au général de Gaulle, il fait une alliance entre des classes populaires et cette bourgeoisie que vous vomissez. Il ne peut... Ah non. Oui, mais je vais vous répondre, c'est le problème. Donc, voilà, c'est bien ce que je dis. C'est le problème. Et que le problème de la droite aujourd'hui, c'est qu'elle a renoncé depuis 20 ans à cette alliance entre la bourgeoisie et la classe populaire. Et c'est pour ça que la classe populaire va au Front National et que la bourgeoisie rejoint Macron. C'est l'échec de 20 ans de stratégie, ce que je me tue à expliquer. Vous êtes un vrai marxiste, en fait. Mais oui, absolument. Mais je suis un vrai marxiste, vous avez raison. Mais il a Je suis d'accord, je n'ai une vraie lecture de classe. Mais absolument. Mais il a raison. Il suffit d'ailleurs de regarder les chiffres de ceux qui ont voté pour Macron, de ceux qui ont bien sûr. Macron, c'est le réconciliateur de la bourgeoisie. C'est passionnant. Mais d'abord, c'est pas toute la bourgeoisie, mais en gros, c'est celle qui a voté à la primaire pour Fillon. Oui, mais qui est en train de rejoindre Macron. Mais absolument. C'est ça que je dis. Mais quand on a abandonné, je reprends l'expression encore une fois d'un de vos confrères éditorialistes, qui n'est pas toujours d'accord avec moi, mais qui explique que là, depuis que la droite a abandonné le surmoi gaulliste, c'était le surmoi gaulliste ou gaulo-bonapartiste. Mais de qui vous parlez là? De Bruno Roger Petit, qui a fait un article dans vous êtes d'accord parfois avec Bruno Roger Petit? Mon Dieu, diable. C'est très intéressant. Il explique pourquoi mon diagnostic sur l'état de la droite est juste. Voilà, c'est pas l'habitude. Roger Petit, il sait pas ce que c'est. Ah non, mais oulala, les absents toujours temps. Oui, ça c'est vrai. Surtout Bruno Roger Petit. En tout cas, lui, il a toujours temps même quand il est présent. Il ne tirait pas sur les absents. Il a raison. Ce qui entraînait toutes les droites, y compris celles les moins estimables, c'était un mouvement qui était plus fort qu'elle, qui s'est appelé à une époque peut-être le bonapartisme, à une autre époque le gaullisme. Voilà. Le jour où ma famille politique qui occupait cet espace a renoncé à ce gaullisme ou à ce surmoi gaulliste, elle a laissé partir les classes populaires et une bonne partie des classes moyennes. Elle a rétréci son socle sociologique sur une droite traditionnelle qui au fond ne votait pour elle que parce qu'elle vomissait la gauche, pas parce qu'elle voulait pas de la gauche. Et le jour où elle a plus eu peur de la gauche, comme aujourd'hui, elle est en partie, en tout cas, partie. Voilà. Mais juste, je vomis cette classe politique qui a fait ça, mais pardonnez-moi de juger aussi cette fraction de la droite traditionnelle qui n'a rien à faire de la nation, qui n'a rien à faire des autres. Qui n'a pas voté pour vous. Mais je m'en fiche, ça. Elle a voté. Ce qui me gêne, c'est qu'elle elle vote pour ses intérêts. Elle vote même pas pour ses valeurs. Elle les affiche et elle vote à l'inverse. Voilà. Mais ça m'est égal, moi. Ma carrière politique s'arrête aujourd'hui, si vous voulez. Qu'est-ce que vous ça allez m'est faire, complètement égal. Je vais rentrer dans. J'appartiens à un grand corps de l'État. J'ai aucun problème et je vais rentrer dans mon corps. Voilà. Je vais rentrer. Tu me l'as enlevé de la bouche. J'ai fait un mandat. Eh ben, on est dans la pensée close là. J'ai fait un mandat. La politique m'a beaucoup coûté pendant 30 ans et m'a rien rapporté. Alors je n'ai de compte à rendre à personne. Je me sens moralement inattaquable. Comment? C'est quel Cour des comptes. Cour des comptes, Cour des comptes. Oui, enfin c'est pas le sujet ça. C'est un grand corps de l'État. Vous êtes encore en contact avec Nicolas Sarkozy? Laissons-le à l'écart de ce débat. Comment? Vous êtes encore en contact avec Nicolas Sarkozy? Oui. Alors. Oui. Mais je parle jamais de mes relations avec Nicolas Sarkozy. C'est une règle que je me suis imposée. Mais voilà, donc j'ai pas d'amertume, rien du tout. Je suis simplement triste de voir mon pays dans cet état, triste de voir que ma propre famille politique a permis et même organisé. Voilà. Elle est la cause de ce désastre, de ce désastre qui fait que désormais, pendant je ne sais combien de temps, une infime minorité, c'est-à-dire le cercle de la raison de Monsieur Main, qui était composé de 2 demi-cercles, un au Parti socialiste et un à l'UMP, se sont réunis au centre du système, laissant en dehors la majorité, l'immense majorité des Français, et va les gouverner et leur imposer sa loi. Et dans quel monde étrangement simplifié vivez-vous? Non, mais attendez. C'est quand même extraordinaire. Je peux finir encore une seconde. C'est exactement la situation des années 50. Exactement. C'est-à-dire au centre, vous avez la troisième force et le RPF et le Parti communiste. Et autour, vous avez ils se verrouillent avec les apparentements. On était tous d'accord pour dire que le paysage politique et idéologique avait considérablement changé, et soudain on fait un parallèle avec les années 50. Vous êtes d'accord? Mais c'est pas. Attendez, c'est pas. Je veux dire, c'est un parallèle que je fais depuis longtemps, que je vois venir depuis longtemps, tout simplement parce qu'il y a 2 forces. C'est pour ça que je voulais vous dire tout à l'heure sur l'Europe que ce n'est pas le seul sujet, parce qu'il y a 2 forces. C'est radicalité. Non, mais c'est un sujet important. C'est un sujet essentiel, mais bien sûr. On a quelque chose à apprendre de l'histoire. Il y a 2 forces. Il y a 2 forces, on voit bien, qui sont le RPF et le Parti communiste dès l'époque, qui sont aujourd'hui, tout à fait, qui sont aujourd'hui le Front National et la France Insoumise.
mutatis mutandis, comme on disait jadis. Mais évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et au milieu, il y a une grande force centrale, centre-droit et centre-gauche, qui s'est rassemblée, qui ensemble et qui gouverne. C'est un fait, on a le droit d'avoir des comparaisons. J'ai pris ici une autre comparaison, qui est le bloc Louis-Philippard en 1830, c'est la même chose. Eric Zemmour, c'est très important. Et on a le droit d'avoir des Henri Guénaud, il faut qu'on fasse rentrer Alba Ventura. À l'époque, on peut finir la phrase. Alors vous finissez avec un point au bout de la phrase. À l'époque, ce système, parce qu'il laisse la majorité des Français enfermés dans des radicalités différentes, n'a plus aucune issue démocratique pour résoudre le hiatus entre la majorité et la Et ça donne 1848 ou 1958. Le résultat, c'est qu'on va tout droit, tranquillement à l'époque, parce qu'il y a des défis sont énormes, parce qu'il y a la guerre d'Algérie, parce qu'il y a des problèmes économiques, on va tout droit à mai 58 et on en sort par quelque chose qui n'a rien de démocratique. Ça ne pouvait pas être autrement. Absolument. Et heureusement, il y avait il n'a rien de démocratique. On a juste un président élu et une assemblée. Mais on ne dit pas que c'est pas démocratique. Non, il dit que ça va finir par quelque chose de pas démocratique. Il n'y a pas d'issue démocratique au hiatus entre la majorité et la minorité. Ce débat s'arrête car quelques grammes de douceur dans ce monde de brut, c'est l'heure d'Alba Ventura. Alors Alba, on en a parlé, sigile le Parti Socialiste. Ben oui, le PS est en deuil effectivement. Il a assisté à son enterrement dimanche. Alors à tel point que ça y est, l'idée du changement de nom du Parti Socialiste ressurgit. Je crois qu'ils en ont parlé au Bureau National même lundi. Alors certains petits plaisantins ont d'ailleurs imaginé quel pourrait être le nom du Parti Socialiste désormais. Et alors celui qui fait rire tout le monde, vous savez lequel est-il ? Parti démocrate. En Marge. Très joli. C'est la version très jolie, bravo. Ouais, c'est pas mal. Non, mais que la priorité, ça soit de changer le nom, ça prouve bien à quel comme d'habitude. ils sont. C'est cosmétique. Comme d'habitude. Alors, et Benoît Hamon, il est en marge, lui ? Ah ben là, il est en marge de l'Assemblée nationale. Il est en marge de la marge, lui. Mais il s'apprête quand même à fonder son courant le 1er juillet prochain, un courant transpartisan, une sorte de PS écologisé. Synthèse. Un vert PS qu'il pourrait lancer d'ailleurs avec Cécile Duflot. Alors, le problème de Benoît, dit Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS. Vous crachez sur les absents. C'est un drôle de truc, ça. Non, mais il n'avait qu'à venir. Si vous saviez combien on me crache dessus chaque fois que je suis absent, alors voilà. Et moi donc. On crache pas, on sourit. Alors, le problème de Benoît, dit Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, et qui n'a pas le problème, lui, c'est qu'il met la charrue avant les bœufs. Avant de lancer une initiative, il vaut mieux avoir tiré les leçons de la présidentielle. Et puis, il veut être à la fois dedans et dehors, mais il est coincé, car n'étant plus député, il aimerait être sénateur, ce qui l'empêche donc de sortir du Parti Socialiste. Tout est dit. Tout est exact. Alors là, je suis d'accord. Vous savez, tout est dit. Vous êtes d'accord ? Ah non, mais mais là, tout est dit sur le comportement. Je préserve. Sur le comportement de ces gens. Je trouve que ça, là, on est d'accord. Il commence à crachoter sur les absents. Il ne crache pas, il crachote sur les absents. Non, on est J'ai quand même un problème avec la formule, la charrue avant les bœufs. Il parle de qui en parlant des bœufs? Vous allez voir. Vous savez qu'Henri Emmanuelli avait qualifié cette génération de jeunes gens du Parti Socialiste de génération Game Boy. Bon, maintenant, c'est la génération Game Over. Ah, mais oui, je suis pour les grosses têtes, je crois que je vais y aller. Vous avez vu tout à l'heure, Tanguy a évoqué la photo que Benoît Hamon a postée au lendemain du premier tour, voilà, sur le mythe de Sisyphe. Vous la voyez, cette photo. Sisyphe condamné à faire rouler éternellement un rocher en haut d'une colline, rocher qui, avant d'arriver au sommet, dévale la pente et voilà, qui oblige Sisyphe à tout recommencer. Ben, repartir de zéro, c'est effectivement toute l'histoire du PS aujourd'hui. Mais il faut imaginer Sisyphe heureux, Albert. Ça, c'est une phrase d'Albert Camus. Absolument. Oui, c'est la fin du mythe de Sisyphe. Et en un mot, pardon.